différer l'application de nouvelles sanctions. Des moyens qui permettraient aux États-Unis de peser sur le dossier tout en maintenant la menace d'un retrait de l'accord de Vienne. Reste à savoir comment réagira l'Iran, qui pourrait à son tour dénoncer l'accord. 20h à Paris, édition spéciale donc sur France 24 consacrée à cette décision imminente de Donald Trump vis-à-vis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Annick Cozzel. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Pourquoi, selon vous, Donald Trump n'a-t-il pas attendu le 12 mai, samedi, donc c'était l'ultimatum qu'il avait fixé aux Européens? Alors j'aimerais vous répondre qu'il s'apprête à célébrer les relations transatlantiques et la victoire en Europe du 8 mai 1945, sauf que je crains que pour les États-Unis ce soit plus la victoire contre le Japon après Hiroshima et Nagasaki au mois de septembre qui ait un sens pour eux. Donc je crains que ça n'ait rien à voir avec l'Europe. Par contre, ça peut avoir à voir avec le résultat des élections libanaises et l'arrivée en tête du Hezbollah, qui clairement est non seulement un groupe terroriste, entre guillemets, pour les États-Unis, mais l'incarnation de l'Iran sur le territoire libanais pour le président Trump. Ça peut être une raison. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui m'échappent complètement ce soir. Alors Donald Trump pourrait, je le rappelle, annoncer un retrait, c'est très, très certainement ce qui va se passer, un retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Quelles seraient juridiquement les prochaines étapes? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, il y a deux voies, et deux voies qui peuvent tout à fait se dérouler sous nos yeux en même temps dans les heures et les jours qui viennent. Dans ses prérogatives présidentielles, il peut tout à fait, annoncer le retrait des États-Unis par un décret présidentiel qui réimposerait des sanctions, soit des sanctions nucléaires qui, de facto, tueraient l'adhésion des États-Unis au JCPOA, soit des sanctions, attention, non nucléaires. Il peut parfaitement décider ce soir d'imposer des sanctions fortes par rapport au programme de missiles balistiques iranien, par rapport à l'expansionnisme iranien dans la région, le Hezbollah, etc. Et en même temps, il peut tout à fait décider de temporiser en s'appuyant sur la capacité législative du Congrès américain. Il y a une loi interne aux États-Unis de vérification de l'accord iranien au Congrès et demander au Congrès, sous un délai de 90 jours, de 2 mois à 90 jours, voire plus, de légiférer à nouveau, de se pencher sur la question des sanctions et de légiférer en vue de nouvelles sanctions. On se souvient, juste pour conclure, qu'au mois d'octobre dernier, le président Trump a déjà décertifié l'accord iranien, et que le Congrès n'a pas véritablement donné suite avec cette boîte de Pandore de grandes sanctions. Il y a eu des sanctions que je vais qualifier de ponctuelles, de très ciblées, de très symboliques, contre le corps des gardes de la révolution iranien, mais sans plus. Donc il y a vraiment toute une palette qui peuvent être des sanctions très dures et très immédiates par décret présidentiel, mais qui peuvent aussi laisser un corridor à une négociation transatlantique plus difficile sans doute avec l'Iran, dans le sens de ce que Emmanuel Macron a tenté de convaincre ses alliés européens d'accepter ces semaines passées. Et vous dites bien « à tenter » puisque c'est l'échec total, vraisemblablement, vis-à-vis de la décision qui devrait intervenir d'une minute à l'autre de Donald Trump de se retirer de cet accord sur le nucléaire iranien. Avec moi sur ce plateau également Gauthier Ribinski, notre éditorialiste de politique internationale ici à France 24. Bonsoir Gauthier. Alors les Européens, si, encore une fois, Donald Trump annonce ce retrait, se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau, pardonnez-moi l'expression. Quelle serait leur marge de manœuvre ? Tout dépend, et c'est ce que vient de dire Madame, de ce corridor, je reprends votre terme, qui pourrait s'ouvrir en fonction de la portée des menaces ou des sanctions qu'adresserait Donald Trump. Il y a un cas de figure qui serait particulièrement délicat pour les Européens, c'est le cas de figure justement d'une option extrêmement dure, où il y aurait non seulement retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, mais aussi imposition de sanctions de type nucléaire. Et à ce moment-là, vous avez une Europe qui se retrouve écartelée parce que, vous l'avez rappelé, le président français a tenté quelque chose, la chancelière également, allemande également, Theresa May, la première ministre britannique, est aussi dans cette optique-là. Tout à l'heure, pardonnez-moi, je vous coupe, toutes les trois se sont d'ailleurs entretenus tout à l'heure. Exactement. Mais que faire dans ce cas-là, si ce n'est, d'une certaine façon, désobéir, entre guillemets, c'est-à-dire rompre une forme de solidarité avec l'allié américain et l'OTAN, et d'un autre côté, essayer de convaincre l'Iran, avec toutes les réserves que l'on peut y accorder et apporter, de négocier quelque chose de nouveau. Il y a
si on fait un peu de fiction, mais vous allez voir qu'on va peut-être rejoindre la réalité, il y a peut-être pourtant une issue dans ce cas de figure qui serait le plus dur. C'est que le pouvoir iranien dise à ce moment-là, l'aubaine est tellement belle de voir une séparation, une fissure se dégager, se dessiner entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, que nous allons jouer le magnanime et dire nous restons dans cet accord avec ceux qui veulent bien, c'est-à-dire la Russie, la Chine et une partie des Européens qui seraient en médiateur. Il y a là peut-être quelque chose à jouer, un coup à jouer, dont ne se rend pas forcément compte Donald Trump, dans la mesure où, on y reviendra peut-être aussi, ce qui préside à cette idée de rompre un accord avec l'Iran, il y a aussi un caractère très fortement idéologique qui est aussi vieux que le néoconservatisme américain. Caractère idéologique, c'est aussi l'idée de saper un peu ce qu'avait fait Barack Obama. Alors aussi, il y a la revanche du berger, la réponse du berger à la bergère, bien sûr, évidemment, hein, de pouvoir aussi dire que John Kerry, qui avait négocié pour les États-Unis cet accord, bien été quelqu'un de parfaitement incapable. Ça fait très plaisir à Trump. C'est assez frappant de noter ça. Ça peut paraître malheureusement ridicule, mais ça a une petite dimension, ça a un petit rôle dans ce genre de cas de figure quand il s'agit de Donald Trump, évidemment. 20h06 donc à Paris, vous êtes en édition spéciale sur France 24 pour cette décision imminente de Donald Trump, le président des États-Unis, qui devrait annoncer un retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015. Également sur ce plateau, Manas Chirali, bonsoir, vous êtes iranienne, politologue, enseignante à Sciences Po, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. On se souvient de ces scènes de liesse après la signature de cet accord historique à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Ça avait suscité beaucoup d'espoir pour la population iranienne. Mais est-ce que la levée des sanctions a eu un impact important sur le quotidien des Iraniens? Malheureusement, en fait, les Iraniens ont mis beaucoup d'espoir dans cet accord de 2015. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu l'arrivée des améliorations sur leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens en fait sont extrêmement partagés. Les avis sont très partagés en Iran. Les uns pensent que c'est une bonne chose parce que finalement ça va déstabiliser le régime islamique et ça sera sa fin. Et les autres ont peur pour leur avenir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même solidarité qui était tout de suite après avoir signé l'accord de 2015. Ça peut jouer, selon vous, ça peut être une pierre de plus à cette contestation qu'on a pu voir émerger en janvier dernier, par exemple, contre le contexte socio-économique iranien? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime va sortir déstabilisé. Si jamais Donald Trump annule et il sort de l'accord de 2015, ça va directement déstabiliser le régime, la République islamique. Justement, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, annonçait tout à l'heure que l'Iran répondra à cette annonce de retrait si elle a lieu. Quelle serait la réponse, selon vous, de l'Iran? Moi, je pense que le rôle de l'Iran, ici, c'est quand même assez intéressant parce qu'il est en train de jouer le rôle, un petit peu ce que vous avez dit, vous venez de mentionner. Il est en train de faire une fissure entre les Européens et les Américains. Donc, c'est ça qu'ils cherchent, les dirigeants iraniens. Il en sortirait gagnant, en fait, c'est ce que vous essayez de dire. De toute façon, ils ne sortiront jamais gagnants parce que c'est vraiment, l'accord était très très bien pour les Iraniens. Ils ont reçu beaucoup d'argent, beaucoup de pétrodollars qui ont été débloqués, quelques 150 millions de dollars ou voire plus. Et donc, cela était vraiment à leur avantage. Donc, la sortie de Donald Trump, la sortie des États-Unis de l'accord, ça va être très très délicat pour les Iraniens. Alors justement, cet accord, on va en parler. On va revenir dans quelques instants sur le contenu de cet accord, mais on va d'abord partir à Washington où Donald Trump est attendu donc pour se prononcer sur ce retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Rejoindre notre correspondante Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. Alors ça ne devrait plus faire de doute quasiment puisqu'un responsable américain a, pardonnez l'expression, vendu la mèche. Les États-Unis devraient se retirer de cet accord sur le nucléaire iranien. Reste à savoir comment précisément. Oui, tout à fait. Alors, depuis quelques heures, tout le monde est d'accord ici à Washington sur le fait que Donald Trump va retirer les États-Unis de cet accord sur le nucléaire. Il y a quelques désaccords sur le degré de retrait et on vient d'apprendre par des membres du Congrès qui ont été briefés par le vice-président Mike Pence et d'autres officiels de l'administration de Donald Trump que le président américain allait retirer les États-Unis de cet accord, mais qu'il y aurait un délai avant de réimposer
réimposer les sanctions contre Téhéran, donc un délai de 3 à 6 mois selon ces parlementaires. Donc finalement, l'administration Trump fait une sorte de compromis, surtout après le lobby qu'ont fait les Européens auprès de Donald Trump. Il y a cette promesse de campagne de Donald Trump qui va être réalisée, se retirer de l'accord, mais finalement, il y aurait a priori un délai pour réimposer les sanctions, des sanctions qui vont être réimposées, celles qui avaient été levées avec la mise en place de l'accord en 2015. Un peu plus tôt, le New York Times a dit que dans un coup téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron, Donald Trump aurait dit au président français qu'il allait réimposer ces sanctions et en ajouter de nouvelles sanctions économiques. Donc c'est ce qu'on va apprendre d'ici quelques minutes. Et puis finalement, la question aussi est de savoir si les États-Unis vont sanctionner ou pas les pays étrangers qui vont continuer de faire des affaires avec l'Iran, les pays européens qui sont partenaires de l'Iran dans cet accord sur le nucléaire. Donc finalement, un retrait est désormais certain, mais la question se pose sur le degré de rétablissement de ces sanctions. Merci Sonia Drellier, vous restez bien sûr avec nous en direct de Washington. Alors justement, cet accord est historique, l'image est historique aussi à la hauteur du texte qui venait d'être signé. Nous sommes le 14 juillet 2015 à Vienne, Washington, Téhéran, Londres, Paris, Moscou, Berlin et Pékin viennent de signer un accord sur le nucléaire iranien. En échange d'une levée partielle des sanctions internationales contre l'Iran, Téhéran s'engageait alors à limiter son programme nucléaire à des fins strictement civiles. Joie des diplomates, après des années de tractation, la signature de ce compromis provoquait également des scènes de liesse rares dans les rues de Téhéran. Laure Wagner. Le 14 juillet 2015, après 12 ans de crise et 21 mois de négociations acharnées, un terrain d'entente est trouvé avec les Iraniens. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne signent un accord avec Téhéran pour limiter ses ambitions nucléaires. En échange, ils s'engagent à lever progressivement les sanctions internationales. Le sujet cristallise les tensions depuis 2002, quand des photos satellites révèlent la présence de sites nucléaires secrets en Iran. La communauté internationale s'inquiète de voir le pays posséder à terme l'arme atomique. Mais toutes les discussions échouent jusqu'à l'élection de Hassan Rouhani en 2013. Plus modéré que son prédécesseur, il s'engage à réduire les capacités nucléaires de son pays pour limiter son programme à des fins civiles. Avec l'accord de 2015, l'Iran s'engage à démanteler les 2/3 de ses centrifugeuses en activité en 10 ans, à limiter sa production de plutonium et à réduire ses stocks d'uranium enrichi. Objectif, faire passer de 2 mois à 1 an la durée nécessaire qu'il faudrait à Téhéran pour fabriquer une bombe atomique. Le pays doit aussi se soumettre au contrôle et aux inspections de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Jusqu'à présent, les visites d'acquérir l'arme nucléaire. Le régime iranien est le principal parrain du terrorisme. Il exploite des missiles dangereux, alimente les conflits au Moyen-Orient et soutient les terroristes, les milices telles que l'Hezbollah, Hamas, les talibans et Al-Qaïda. Au fil des ans, l'Iran et ses assistants ont bombardé des ambassades américaines et des installations militaires américaines en tuant des centaines d'Américains et ils ont kidnappé, emprisonné et torturé des citoyens américains. Le régime iranien a financé le terrorisme et le chaos en volant la richesse de son propre peuple. Aucune action prise par le régime n'a été plus dangereuse que sa recherche de l'arme nucléaire et des moyens d'utiliser les armes nucléaires. En 2015, le précédent gouvernement américain et d'autres nations a signé un accord avec sur l'accord iranien. Cet accord iranien devait protéger les États-Unis et ses alliés de l'arme nucléaire iranienne qui mettrait en danger sa survie du régime de l'Iran. Cet accord a permis à l'Iran de continuer à enrichir l'uranium et à atteindre la capacité à créer une arme nucléaire. Donc cet accord
a permis à l'Iran de ne pas avoir des sanctions économiques. Et donc, cela n'a pas permis de limiter les autres activités sinistres de l'Iran en Syrie, au Yémen et dans d'autres parties du monde. En d'autres termes, lorsque les États-Unis avaient le maximum d'influence sur l'Iran, cet accord désastreux a donné au régime, et c'est un régime de terrorisme, des milliards de dollars pour une partie en cash, et ça a été embarrassant pour moi en tant que citoyen américain et pour tous les autres citoyens américains d'approuver cet accord. Cet accord aurait pu être, un autre accord aurait pu être signé, mais il n'a pas été signé. Au cœur de l'accord avec l'Iran, il y avait une fiction. Un régime meurtrier voulait la paix. Mais ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Aujourd'hui, nous avons prouvé que cette promesse iranienne a été un mensonge. La semaine dernière, Israël a publié des documents de renseignement qui montrent que le régime iranien et son histoire a un historique de recherche d'armes nucléaires. Et donc, c'était un accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être signé. Et ça n'a pas apporté la paix et ça ne l'apportera jamais. Depuis que l'accord a été signé, le budget militaire de l'Iran a augmenté de 40%, tandis que son économie va de plus en plus mal. Après que les sanctions aient été levées, ils ont été capables de développer des missiles pour soutenir le terrorisme et provoquer la pagaille au Moyen-Orient. Donc, même si l'Iran se conforme avec l'accord, le régime pourrait en fait obtenir rapidement l'arme nucléaire, même s'il ne respecte pas l'accord. Donc, les provisions, les clauses de caducité ne sont pas valables. Si je permettais cet accord, si je certifiais cet accord, eh bien, l'Iran aurait les armes nécessaires pour ses objectifs. Pour aggraver les choses, les contrôles nécessaires pour empêcher les Iraniens de tricher sont insuffisants. Et il n'y a pas le droit d'inspecter des sites sensibles, y compris des équipements et des sites militaires. Donc, non seulement l'accord n'a pas freiné les ambitions nucléaires de l'Iran, mais il n'a pas empêché le régime de développer des missiles balistiques capables d'envoyer des têtes nucléaires. Donc, cet accord n'empêche pas l'Iran de déstabiliser le monde et de soutenir le terrorisme. Depuis l'accord, l'ambition de l'Iran sont devenues de plus en plus déplorables. Et j'ai annoncé en octobre dernier que l'accord avec l'Iran devra soit être arrêté, soit renégocié. Le 12 janvier, j'ai répété ces conditions. J'ai clairement indiqué que si un accord ne pouvait pas être renégocié, les États-Unis se retireraient de cet accord. Et depuis quelques mois, nous avons discuté beaucoup avec nos alliés et nos partenaires à travers le monde, y compris la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et nous avons également consulté nos amis au Moyen-Orient. Et nous sommes unis et nous savons quelle est la menace. Et nous sommes convaincus que l'Iran ne devra jamais acquérir des armes nucléaires. Après ces consultations, il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Donc l'accord iranien est fondamentalement
vicié. Donc si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possible. Toute nation qui aide l'Iran à acquérir les armes nucléaires pourrait aussi faire l'objet de sanctions par les États-Unis. L'Amérique les États-Unis ne veulent pas être l'otage de l'Iran. Nous n'allons pas permettre aux villes américaines d'être menacées de destruction. Et nous ne permettrons pas au régime de chanter mort aux États-Unis et pour avoir accès à l'arme la plus dangereuse. L'action que j'ai décidée aujourd'hui envoie un message critique. Les États-Unis ne se contentent plus de faire des menaces vides. Quand je fais des promesses, je les tiens. Et en ce moment même, le secrétaire d'État Pompeo est en train de se rendre en Corée du Nord pour préparer ma prochaine réunion avec Kim Jong-un. Les projets sont en place, les rapports sont en train de se développer, un accord va se produire et avec l'aide de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, l'avenir de prospérité et de sécurité se profile à l'horizon. En quittant l'accord avec l'Iran, nous allons travailler avec nos alliés pour trouver un accord durable et complet, une solution complète et durable à la menace iranienne nucléaire. Et nous allons faire des efforts pour éliminer le programme de missiles iraniens, cesser ces activités terroristes à travers le monde et de bloquer ces activités menaçantes au Moyen-Orient. En attendant, des sanctions puissantes vont être mises en place. Si le régime continue à entretenir ses aspirations nucléaires, il aura plus de problèmes, des problèmes plus graves qu'il n'a jamais connus. Enfin, je voudrais envoyer un message au peuple d'Iran. Le peuple américain est à vos côtés. Cela fait près de 40 ans depuis que cette dictature a pris le pouvoir et qui a pris en otage une puissante nation. Et Iran, qui a prospéré pendant longtemps et a commandé l'admiration du monde, l'avenir de l'Iran appartient à son peuple. C'est le peuple iranien qui est héritier d'une grande culture ancienne. Le peuple iranien mérite un gouvernement, un régime qui est à la hauteur de ses rêves et de son histoire. Les leaders de l'Iran vont dire qu'ils refusent de négocier un nouvel accord avec nous. Ils refusent, et ça c'est très bien. Je dirais la même chose si j'étais à leur place. Mais le fait est qu'ils vont vouloir renégocier cela. Et il faut que cela bénéficie au peuple iranien. Dans ce cas-là, je serai prêt et capable de signer un accord. Des choses formidables pourraient arriver à l'Iran et pour la paix et pour la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient. Il y a eu assez de souffrance, de mort et de destruction. Il faut que ça cesse maintenant. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. 20h24 à Paris, vous êtes sur France 24 et vous venez de suivre en direct l'intervention de Donald Trump, le président des États-Unis, qui sans surprise annonce le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qui est en train, vous le voyez, de signer le décret présidentiel. Retrait donc des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 entre 5 grandes puissances, 5 membres du Conseil de sécurité
sécurité, 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et Téhéran, bien évidemment. Les États-Unis sont donc en retrait de cet accord, comme l'avait promis le président Donald Trump lors de sa campagne électorale. Nous sommes évidemment en édition spéciale. Nous allons bien sûr analyser toutes les réactions, les conséquences aussi géopolitiques, économiques de cette décision. Nous partons tout de suite à Téhéran, en Iran, rejoindre notre correspondante Mariam Pirzadeh. On imagine que cette décision de Donald Trump a été forcément très attendue à Téhéran. Quelles sont les réactions ? Alors, il semble que nous ayons un petit problème pour joindre. Il n'y a pas encore de réaction. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment. En tous les cas, Hassan Rouhani va s'exprimer d'ici quelques instants. Il a annoncé qu'il s'exprimerait à la nation, devant la nation iranienne, dès que Donald Trump aurait fini son discours. Mais il s'est exprimé en tous les cas ces dernières 48 heures. Hier, dans un discours à la télévision, il a indiqué que les Iraniens ne sortiront pas de cet accord sur le nucléaire, et même si les États-Unis en sortiraient, et que de toute façon, les Iraniens étaient prêts à tous les scénarios, qu'ils avaient étudiés tous les scénarios. Donc évidemment, ce n'est pas vraiment une surprise ici en Iran. Cela fait 4 mois qu'on se doute que Donald Trump va sortir de cet accord. Il n'a eu de cesse de fustiger cet accord. On l'a entendu à maintes reprises. C'est le pire accord qui n'a jamais été signé. Et finalement, Hassan Rouhani a eu cette phrase qui est passée un petit peu inaperçue, mais il a dit finalement que Donald Trump sorte de cet accord. Mais le plus important, c'est que les Européens restent dans cet accord et que l'Iran, que Téhéran obtienne des garanties des Européens, qu'ils puissent continuer notamment à vendre leur pétrole, car c'est évidemment sur ces sanctions qui pourraient être donc remises sur la République islamique, car avec cette levée partielle des sanctions, les Iraniens ont pu récupérer leur production de pétrole, et c'est ce qui importe énormément aujourd'hui pour les autorités iraniennes. Alors Mariam, vous le disiez, Hassan Rouhani devrait s'exprimer dans la foulée de la prise de parole de Donald Trump. Ce week-end, le président iranien parlait de remords historiques si les États-Unis franchissaient ce pas. Il affirmait avoir un plan, vous l'avez dit. Est-ce qu'il aurait intérêt à jouer la surenchère ou au contraire à calmer le jeu ? Alors, il y a une surenchère, il y a des déclarations de la part des conservateurs, de la part des réformateurs, une erreur historique, vous l'avez dit, une erreur stratégique. Il y a eu plusieurs menaces, notamment de la part des conservateurs aujourd'hui, qui avaient menacé de brûler symboliquement cet accord, car il y a des appels ici dans le camp conservateur pour sortir de cet accord sur le nucléaire iranien, car Hassan Rouhani, avec ce retrait des États-Unis, va être fragilisé sur la scène politique iranienne. C'est lui qui a porté cet accord à bout de bras avec son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. On se souvient de ces scènes au Parlement iranien pour convaincre les parlementaires qui étaient à majorité conservatrice à l'époque de signer cet accord, car l'économie iranienne était dépendante, car il fallait lever ces sanctions. Donc c'est Hassan Rouhani qui apparaît donc très fragile face au camp conservateur, qui l'a répété à maintes reprises qu'il ne fallait pas négocier avec les Américains. Et ce soir, finalement, il se targue d'avoir eu raison. Il ne fallait pas négocier avec les Américains. C'est ce que plusieurs d'entre eux ont répété tout au long de la journée. Mariam Pirzadeh en direct de Téhéran. Vous restez bien sûr avec nous pour analyser et commenter cette décision de Donald Trump. Il est 20h28 à Paris. Donald Trump, qui s'est exprimé il y a quelques instants. Et actuellement, c'est Benyamin Netanyahou qui réagit à cette décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Le Premier ministre israélien qui s'exprime actuellement et qui, il y a quelques jours, démontrait, selon lui, les preuves d'un programme nucléaire iranien fidèle donc à sa rhétorique classique. 20h29 à Paris, je me tourne à présent vers Gauthier Rybinski. Rebonsoir Gauthier. Alors on l'a entendu, Donald Trump, sans surprise, a annoncé le retrait de cet accord sur le nucléaire iranien. Alors, je me permets de vous interrompre car il y a Benyamin Netanyahou qui s'exprime actuellement l'arme nucléaire dans quelques années. L'enlèvement des sanctions a eu des résultats désastreux. Et cela a rapproché la guerre au lieu de l'écarter. Et cela a augmenté l'agressivité de l'Iran. On le voit à travers tout le Moyen-Orient. Depuis l'accord, l'agressivité de l'Iran a augmenté au Liban, à Gaza
et surtout en Syrie, où l'Iran essaye d'établir des bases militaires à partir desquelles attaquer Israël. En dépit de cet accord, le régime terroriste de Téhéran est en train de développer les capacités d'envoyer des missiles balistiques pour envoyer des armes nucléaires, pour des bombes nucléaires dans le monde entier. Depuis l'accord, l'Iran a intensifié ses efforts pour cacher son programme d'armes nucléaires. Donc, si on ne réagit pas, c'est la recette pour un désastre pour la région, un désastre pour la paix du monde. C'est la raison pour laquelle Israël pense que le président Trump a pris une décision historique. C'est la raison pour laquelle Israël remercie le président Trump pour son leadership courageux et sa détermination à se confronter au régime terroriste en Iran et à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Merci. Paris, vous êtes sur France 24, vous venez de suivre en direct l'allocution de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui réagissait à la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien, une prise de parole qui a eu lieu il y a quelques minutes. Écoutez. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. 20h31 à Paris, on part tout de suite à Jérusalem, retrouver notre correspondant Antoine Mariotti. Antoine, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou vient de s'exprimer sans surprise. Eh bien, c'est un peu la jubilation auprès du Premier ministre israélien, farouchement opposé, on le sait, à l'Iran. Oui, c'est évidemment une grande joie pour Benyamin Netanyahou qui réclame cela depuis le premier jour, depuis le 14 juillet 2015. Il a tout fait, Benyamin Netanyahou, pour convaincre Donald Trump de se retirer de cet accord sur le nucléaire. Il a fait notamment cette grande conférence de presse, cette grande présentation après une récolte assez historique d'ailleurs des services de renseignement israéliens en Iran qui ont mené une opération extrêmement importante, qui ont sorti 110 000 documents iranien d'Iran d'une cache à Téhéran, mais ce sont des documents qui dataient de 2003, de 2005 pour les plus récents. Ils ne montrent pas que l'Iran a violé l'accord sur le nucléaire iranien. Et Benyamin Netanyahou, que j'ai rencontré dimanche avec d'autres journalistes, disait, mais vous savez, non, peut-être que ça ne le montre pas, mais en revanche, moi je n'ai jamais dit que le problème avec cet accord, c'était que l'Iran puisse le violer. Le problème avec cet accord, c'est depuis le début, eh bien, il ouvre la voie à l'Iran pour obtenir une bombe nucléaire. Il ne l'empêche pas, puisqu'il est restrictif pendant un certain nombre d'années. Alors, les opposants aux Israéliens, notamment l'administration Obama, les membres de l'ex-administration Obama nous disent ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des mesures qui, elles, sont ad vitam aeternam, mais certaines mesures s'arrêtent en 2025, notamment en 2030. Il y a des calendriers. Et pour les Israéliens, eh bien ça, c'était la voie pour que l'Iran puisse avoir non seulement une ou deux bombes nucléaires, mais même des centaines. C'est ce que nous disait Benyamin Netanyahou il y a quelques jours. Et on l'a vu, évidemment, il s'en réjouit. Il réagit moins de 5 minutes à peine après le discours de Donald Trump. Antoine Mariotti, pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre. Il y a actuellement Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, qui s'exprime. On l'écoute. Et déterminée à conserver cet accord. Et nous voulons que le reste de la communauté internationale continue à soutenir cet accord pour notre sécurité collective. Et mon dernier message aux citoyens et aux leaders, à tout le monde, ne permettez pas à quiconque de mettre fin à cet accord. C'est une des plus belles réalisations diplomatiques que la diplomatie a jamais connue et nous l'avons élaborée ensemble. C'est la preuve que les solutions existent. Le dialogue, l'engagement et la persévérance permettent de trouver un terrain commun, même quand les intérêts et les positions divergent. Le respect est un langage universel.
Et cela permet à chacun d'entre nous de rester fidèle à ses engagements. Et ensemble, avec le reste de la communauté internationale, nous pouvons préserver cet accord nucléaire. À Paris, vous venez de suivre en direct l'intervention de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. On part à Jérusalem retrouver notre correspondant Antoine Mariotti qui était en train de nous expliquer pourquoi Israël était aussi farouchement opposé à la décision, à l'Iran et au programme nucléaire iranien. Antoine Mariotti, je me permets de vous interroger aussi sur le fait que vous avez rencontré Federica Mogherini, justement, Laurent Fabius aussi notamment, lors de ces négociations, de cet accord historique le 14 juillet 2015. Ça a été long pour obtenir cet accord. Ça a été extrêmement long. Il faut se rappeler que tout ça, ça a commencé au début des années 2000. Il a fallu un petit peu moins de 15 ans, 13 ans pour pouvoir obtenir cet accord pendant très longtemps, pendant toute la présidence Ahmadinejad, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2013. Eh bien, les Iraniens, certes, venaient négocier, mais on n'avançait pas. À aucun moment, on avançait réellement. Et puis, à l'été 2013, c'est Hassan Rouhani, qui est certes un pur produit de la République islamique d'Iran, qui n'est certes pas un réformateur, mais c'est un modéré tout de même. Il était beaucoup plus ouvert à la négociation et immédiatement les négociations ont repris ouvertement avec les membres du 5+1, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Il y avait déjà eu, il faut le dire, des négociations secrètes, notamment entre les Américains et les Iraniens depuis quelques mois, depuis début 2013. Ça se déroulait à Oman et ça avait été une première approche déjà. Et tous les négociateurs à l'époque, je suivais cette négociation en 2013 pour France 24, les négociateurs nous disaient on commence enfin à avoir une réelle négociation. Ça faisait 5-10 ans que l'on négociait, mais qu'on sentait bien qu'on se heurtait à un mur. Là, on parle de choses concrètes et c'est la première fois depuis le début que l'on y arrive. Il a fallu ensuite attendre en effet juillet 2015, le 14 juillet 2015 à Vienne pour que ce soit signé. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, John Kerry, qui était en pointe, qui était secrétaire d'État américain à ce moment-là, a passé plus d'un mois loin de Washington, bloqué à cet endroit-là, à Vienne, pour négocier. C'était quelque chose d'absolument unique et c'était une première. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai suivi en effet Federica Mogherini, Laurent Fabius qui était français à ce moment-là, le ministre français des Affaires étrangères, il est toujours français. Dans les négociations, je rentrais par la porte arrière de l'hôtel, on allait dans les négociations, ils nous laissaient filmer avec la seule condition de ne rien diffuser tant que l'accord n'était pas signé et on voyait bien à quel point c'était difficile et le document fait 150 pages, c'est long, ce sont des détails extrêmement techniques. Des négociateurs nous disaient, vous savez, nous-mêmes, par moment, on est un petit peu perdu quand il y a tel expert énergétique qui nous parle du nombre de centrifugeuses, etc. C'était extrêmement compliqué dans le détail et c'était vraiment vécu par tous ces négociateurs, les Français, les Européens, mais également les Russes, les Américains, les Chinois, les Allemands, les Britanniques, comme une véritable victoire de la diplomatie qui permettait véritablement de faire avancer les choses. Alors certes, ça permettait à l'Iran d'enrichir de l'uranium, mais d'enrichir de l'uranium uniquement pour un usage civil, en deçà d'un certain pourcentage, alors que pour une bombe, il faut aller bien au-delà. Et ça réduisait considérablement les capacités nucléaires iraniennes et ça faisait de l'Iran le pays le plus surveillé au monde par l'AIEA, qui est le gendarme de l'ONU sur ces questions nucléaires. Mais les Israéliens, notamment ici, nous affirment que non, en fait, tout cela, c'est du blabla et que dans quelques années, l'Iran aura bien la capacité d'avoir une bombe. Antoine Mariotti à Jérusalem, vous restez bien sûr avec nous pour commenter et analyser cette décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien. Les réactions se succèdent. On a entendu tout à l'heure Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne actuellement. C'est le président iranien Hassan Rouhani qui s'exprime. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, s'est également exprimé sur Twitter. Pour lui, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni condamnent bien évidemment cette décision de Donald Trump. Nous irons à Téhéran dans quelques minutes rejoindre notre correspondante Mariam Pirzadeh. 20h40 à Paris, vous êtes sur France 24 édition spéciale. Donc, nous a rejoint sur ce plateau Valérie Rabault. Bonsoir, vous êtes députée socialiste, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Une réaction tout d'abord à ce retrait américain, beaucoup de déception, j'imagine.
Beaucoup de déceptions. Ça montre au moins 3 choses. La première, c'est que le président Macron n'a pas réussi son opération il y a une dizaine de jours. Il n'a pas réussi à convaincre le président Trump de ce nouvel accord qu'il avait. Voilà, de conserver l'accord lors de sa visite à Washington, de conserver l'accord. Donc ça, c'est un échec pour sa diplomatie, puisqu'il se targue d'avoir relancé peut-être une diplomatie française. C'est un échec pour sa diplomatie. On est en train d'avoir un saut dans l'inconnu, un saut sur la partie économique et un saut sur la partie géopolitique. Sur la partie économique, vous allez avoir, si vous avez des entreprises françaises qui sont installées aux États-Unis, qui font du business avec l'Iran, elles ne pourront plus continuer à le faire. Ou alors il faudra qu'elles renoncent ça va leur fermer les portes du marché américain. Ou alors ça leur ferme les portes du marché américain. Il faudra qu'elles choisissent. Et puis même si ce sont des banques, supposons qu'elles fassent des transactions en dollars, comme tout le dollar et ce qu'on appelle les chambres de compensation se passent à New York, elles pourront être aussi pénalisées là-dessus. Donc ça, c'est pour l'aspect économique qui est évidemment extrêmement important pour l'ensemble des entreprises françaises. Et puis bien sûr, il y a l'aspect géopolitique. Là, il y a un saut dans l'inconnu qui est en train, que fait le président Trump, puis il emmène avec lui le reste du monde, qui est extrêmement important, sur des équilibres au moins proches et au Moyen-Orient qui sont en train de s'opérer. On a eu depuis quelques jours le résultat des élections libanaises où on voit que le Hezbollah, qui est soutenu par l'Iran, a vraiment augmenté son score au sein du Parlement libanais. Donc tous ces équilibres-là sont à la fois très fragiles, peuvent être mis en question, en tout cas par cet accord. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec l'Iran, il y a aussi la Russie qui est derrière et que là, ce que fait le président Trump avec cette annonce, encore une fois, un accord qui avait été négocié pendant plusieurs années. Oui, c'est exactement ce qu'il a négocié pendant plusieurs années. Là, on est en train, en termes d'équilibre des superpuissances qui existent au niveau mondial, peut-être de le remettre en cause, ou alors en tout cas d'organiser un bloc contre bloc qui peut être extrêmement dangereux. Justement, Gauthier Rybinski, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, l'annonçait tout à l'heure. L'accord, elle compte préserver l'accord coûte que coûte, mais cet accord peut-il survivre sans les États-Unis? Ça dépendra de l'Iran. Ça dépendra de la volonté de l'Iran de répondre de manière peut-être plus habile ou moins habile à la façon dont Donald Trump essaye d'imposer ses vues. Ça dépend de quoi? Ça dépend des équilibres internes aussi à l'Iran, au régime iranien. Effectivement, le guide suprême Khamenei est aujourd'hui fondé à dire, vous voyez bien qu'il ne fallait pas négocier avec les Américains. Et il le disait même avant ce soir, puisque un certain nombre d'obstacles avaient été mis par les Américains, avaient été maintenus plutôt par les Américains, et ces obstacles, normalement, au terme de l'accord de 2015, devaient être levés. Donc il y a du pain béni, si je peux employer cette expression, pour le régime des mollahs, c'est-à-dire au sens le plus strict du terme conservateur, avec évidemment, et c'est peut-être cela qu'il y a derrière et que l'on évite d'une manière un peu trop, je dirais, patente, c'est que la question du nucléaire iranien est une chose, le codicile, ce qu'on peut appeler le codicile de l'expansionnisme iranien, lui est une chose encore plus importante, probablement. Et c'est contre cela que se prononce aujourd'hui le président américain, mais en ayant commis une erreur fatale et fondamentale, et que l'on va retrouver bientôt, et ce n'est pas un hasard si Benjamin Netanyahou s'affiche sur cette question, c'est la Syrie. Et le domaine syrien, où effectivement l'Iran avance ses pions, et où l'Iran n'aurait pas avancé ses pions si le sort de Bachar al-Assad n'avait pas été laissé au gain précisément de l'Iran. Et autrement dit, ce que les États-Unis ont fait en Syrie, c'est-à-dire focaliser sur Daesh en laissant de côté et en permettant à Bachar al-Assad indirectement de se maintenir, c'est aussi cela qui a permis à l'expansionnisme iranien de se développer. Et aujourd'hui, quand Donald Trump dit le danger iranien, la présence iranienne dans le Proche-Orient, au Moyen-Orient, aux frontières d'Israël, eh bien c'est une question qui aurait été tout autre si le sort de Bachar al-Assad avait été réglé et qui aurait probablement influé d'une manière différente sur un discours concernant le nucléaire iranien, dont on sait que
il était globalement respecté, c'est la IEA qui le dit, et que s'il y avait des problèmes, c'est effectivement l'inspection intrusive de sites militaires, mais sur lesquels les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avaient droit de regard et pouvaient agir. Alors on en reparlera, Gauthier, au cours de cette édition spéciale de ces enjeux géopolitiques dans la région. Je me tourne à présent vers Manaz Shirali. Je rappelle, vous êtes iranienne, politologue, enseignante à Sciences Po. Votre réaction à ce retrait américain, ce n'est pas une surprise, mais j'imagine qu'il y a, en tant qu'iranienne, beaucoup de déception. Non, pas du tout. Non. Ce n'est pas une déception parce que je pense qu'on ne pouvait pas attendre plus que ça du régime iranien. À mon avis, le retrait des États-Unis n'est pas seulement unilatéral, c'est-à-dire qu'il y a aussi la responsabilité de l'Iran dans cette histoire. Les Iraniens, à mon avis, les dirigeants iraniens ont fait une erreur fatale avec les Américains, c'est que tout de suite après avoir signé le contrat avec les 5 pays, ils se sont sentis dans une position forte et ils ont invité immédiatement les chefs d'entreprise européens en Iran et ils ont signé des contrats extrêmement avantageux, beaucoup plus avantageux pour les Européens que pour les Iraniens, y compris le contrat de Total. Je précise, 51% Total, 30% la compagnie chinoise, 19% pour l'Iran. C'était un accord qui était très, très désavantageux pour l'Iran, qui a réveiller en quelque sorte la révolte des gens qui étaient au courant. Et donc, les Iraniens, les dirigeants ont fait une erreur fatale en mettant les États-Unis en second plan, en marginalisant les Américains et en donnant tout ce qui était sur le marché iranien, en offrant tout ce qui était sur le marché iranien aux Européens. Évidemment, les Américains ne pouvaient pas rester sur le plan, accepter d'être marginalisés par les Iraniens. Évidemment, ils ont annulé ce contrat, ils sont sortis de ce contrat. Donc on voit qu'on est à l'entrecroisement des enjeux politiques et des enjeux économiques. Il ne faut pas du tout sous-estimer le côté économique des choses, parce que je pense que ce qui a fait en fait faillite à cet accord, c'était plutôt cette erreur économique de la part des dirigeants iraniens. Et justement, vous vouliez intervenir ? Oui, peut-être rappeler quand même que côté américain, les sanctions secondaires liées au JCPOA occultent les sanctions dites primaires aux États-Unis contre les droits de l'homme. Enfin, il y a tout un fardeau de sanctions américaines qui n'ont jamais été levées dans le cadre de cet accord parce qu'elles n'étaient pas concernées, elles étaient bien antérieures au nom des droits de l'homme, au nom du programme de missiles balistiques, etc. Donc qui empêchent de toute façon les entreprises américaines d'investir comme elles le souhaiteraient, indépendamment du gouvernement américain, en Iran. Gardez à l'esprit également le travel ban, comment je veux dire ça en français, cette interdiction d'entrée sur le sol américain de tout ressortissant né en Iran, etc. L'Iran mis au banc des nations autorisées à entrer sur le territoire américain aujourd'hui, avec toutes les familles qui ont été coupées en deux, etc., avec tous les ingénieurs iraniens de la Silicon Valley qui ne pouvaient plus rentrer, avec tous les aides militaires, les traducteurs, etc., qui ont aidé les militaires américains qui ne pouvaient plus rentrer sur le sol des États-Unis. Donc l'erreur fatale, me semble-t-il, est quand même terriblement partagée. Et absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. C'est de deux côtés. Il ne faut pas avoir un regard paternaliste sur l'Iran, parce que l'Iran aussi est responsable dans cette histoire. Donc, je suis entièrement d'accord avec madame. C'est-à-dire qu'il y a de deux côtés. Il y a de deux côtés qui ont attribué, ils ont collaboré pour échouer cet accord. Cet État soutien d'Al-Qaïda et de... Qu'est-ce qu'il disait, le président Trump ? Des talibans et d'Al-Qaïda. Oui. On a quand même une géopolitique de la région qui est un tout petit peu bousculée, me semble-t-il. Du Hezbollah, je veux bien. Mais... Du Hamas également. Du Hamas également, des Houthis au Yémen, je veux bien. Déjà, Bachar al-Assad, il est pire que n'importe quel autre terroriste de la région. Et l'Iran le soutient à 100%. Il ne faut pas l'oublier, quand même, le sort du peuple syrien dans cette histoire. Donald Trump qui est resté fidèle à sa ligne, de toute façon, que l'Iran était partisan du terrorisme, au final. Et qui, à ce titre, vient quand même d'insérer un coin bien profondément dans l'alliance transatlantique, vient quand même de créer potentiellement la plus grave crise diplomatique transatlantique depuis la guerre en Irak. Je crois qu'enfin ce soir, moi, c'est mon sentiment, on va avoir beaucoup de mal à recéler cette confiance, cet unilatéralisme américain aux dépens des années de négociations auxquelles vous faisiez référence, aux dépens de toute cette diplomatie, cette navette diplomatique et non des moindres. Boris Johnson à la Maison-Blanche,
je ne pensais pas qu'on verrait des liens aussi proches se tisser. C'est très compliqué avec le Royaume-Uni actuellement pour l'administration Trump. Et tout le monde a tenté d'éviter cette décision aussi tranchée et aussi forte, c'est-à-dire qu'il a utilisé la manière la plus forte au niveau constitutionnel par un décret présidentiel. Alors certes, il y aura des suites et il ouvre potentiellement une renégociation, mais dont on sait très bien que côté iranien, ce sera impossible. Il faut garder à l'esprit qu'à l'époque où Emmanuel Macron était à la Maison-Blanche, Mohamed Javad Zarif donnait des conférences, était invité par tous les think tanks américains, notamment le Council on Foreign Relations, qui est bipartisan à New York, et tentait donc visiblement de négocier un retrait soft avec plus de temps et une intervention du Congrès. Le plaidoyer d'Emmanuel Macron devant le Congrès, où même les Républicains se sont levés quand il faisait un plaidoyer au multilatéralisme. Ça n'était pas que pour l'OTAN, bien évidemment, dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Même les Républicains, pour une fois, les leçons de l'Irak soutenaient ce multilatéralisme. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Voilà, on doit partir à Téhéran. Bruxelles. Alors, pas Téhéran, Bruxelles, pour le coup, rejoindre Pierre Vimont. Vous êtes chercheur associé à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien bras droit de Catherine Ashton, l'ex-chef de la diplomatie européenne en fonction jusqu'en 2014. Alors, Annick Cizel, elle l'évoquait à l'instant, cette décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est aussi ça va pâtir, ça va avoir une influence forcément sur les relations avec l'Union européenne et les Européens qui ont signé cet accord. Oui, bien sûr, merci, bonsoir. Mais bien sûr, ça va avoir un effet sur la relation entre les Européens et les États-Unis. En fait, curieusement, on revient un peu à la situation qui était à l'origine de toute cette négociation. En 2003, souvenez-vous, lorsque 3 ministres des Affaires étrangères européens, Grande-Bretagne, Allemagne et France, étaient allés négocier tout seuls contre l'avis des États-Unis pour essayer de s'entendre avec l'Iran. Et ça avait été le début de toute la négociation qui a duré 12 ans pour arriver à l'accord de Vienne. Alors bien sûr, on revient un peu à cette situation de départ, mais dans une situation internationale qui est tout à fait dégradée et dans un contexte régional qui est tout à fait différent. Donc ça va être encore plus compliqué. Mais on insiste en réalité à une situation qui n'est pas tout à fait nouvelle. On l'a déjà vu avec la décision de Donald Trump sur la décision de se retirer de l'accord de Paris sur le changement climatique, sa décision de transférer l'ambassade américaine. C'est-à-dire que dans cette relation transatlantique, on a un leadership américain qui est totalement tourné sur lui-même, autocentré, qui ne s'intéresse plus à la position de ses alliés. Et on est dans une situation où aujourd'hui, la relation transatlantique est en quelque sorte fracturée en son milieu et où les Européens doivent trouver leur propre chemin. Et donc c'est ce à quoi on va assister, je pense, dans les prochaines semaines. Si je vous entends bien, le contrat de confiance est rompu entre l'Union européenne, en tout cas les signataires européens, et Donald Trump. Je pense que les Européens savent qu'ils doivent continuer à discuter avec les Américains, qu'il faut trouver une manière d'essayer de maintenir la stabilité de la relation transatlantique, mais c'est beaucoup plus compliqué que par le passé. En fait, les Européens se trouvent dans une situation extrêmement difficile où d'un côté, il faut qu'ils essayent d'empêcher que la relation transatlantique ne se dégrade davantage et d'arriver à essayer de convaincre un président américain de revenir à une logique qui soit un peu plus celle du dialogue et de la recherche d'un accord avec les autres acteurs de la région. Et de l'autre côté, pour les Européens, il s'agit de ne pas perdre le dialogue avec l'Iran, parce qu'en Iran aussi, cette décision de retrait va avoir des conséquences dans la lutte entre les modérés et la ligne dure du régime iranien. Donc il faut que les Européens, en quelque sorte, fassent le grand écart entre les deux camps pour essayer de maintenir d'une manière ou d'une autre un processus diplomatique qui évite davantage de confrontation et davantage d'instabilité.
Pierre Vimont, les Européens ne sont pas parvenus à convaincre Donald Trump de revenir sur sa décision. Vont-ils réussir à convaincre Hassan Rouhani, le président iranien, de continuer à être partenaire dans ce programme, enfin en tout cas dans cet accord sur le nucléaire iranien qui, de fait, ne compte plus les États-Unis? La difficulté, si vous voulez, c'était que cet accord de Vienne était un contrat. D'un côté, l'Iran acceptait de renoncer, ou en tout cas de suspendre pendant 10 ans son programme d'enrichissement nucléaire, en contrepartie de quoi les Européens et les États-Unis suspendaient les sanctions économiques de façon à permettre la reprise d'un développement économique en Iran. Si ce contrat aujourd'hui est rompu, c'est-à-dire que du fait des sanctions américaines, le développement économique, les investissements étrangers en Iran ne peuvent plus continuer à se développer, et beaucoup d'entreprises françaises ou européennes ont déjà dit que si Donald Trump rétablissait les sanctions vis-à-vis de l'Iran, il ne pourrait plus continuer à investir dans ce pays. Total l'a déjà dit, pour Renault et pour d'autres grandes compagnies, la question va se poser. Et par conséquent, si cette partie-là du contrat n'est plus respectée, il n'y a pas de raison que l'Iran continue tout seul de son côté à avancer et à respecter sa part du contrat. Donc il y a là pour les Européens un problème absolument fondamental. Aujourd'hui, dans les discussions que les Européens ont avec l'Iran, l'Iran a beau jeu de rappeler aux Européens qu'ils ne respectent pas leur part du contrat, et ceci va encore s'accentuer sans doute au cours des prochaines semaines. Donc c'est tout l'enjeu des prochains mois pour savoir si les Européens arriveront à garder l'Iran à bord. Mais est-ce que justement ils vont y arriver selon vous? Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Écoutez, là, ça dépend en grande partie de l'enjeu de politique intérieure iranien. C'est de savoir si au sein du régime iranien, les modérés arriveront à convaincre la ligne dure de rester à bord. Parce que pour le moment, l'aspect utile, je dirais, pour l'Iran dans ce jeu diplomatique compliqué, c'est que c'est l'Amérique qui a pris la responsabilité de rompre cet accord. Ce ne sont pas les Iraniens. L'agence internationale de Vienne a reconnu que jusqu'à maintenant, l'Iran a respecté sa part et n'a pas repris d'aucune manière son programme d'enrichissement nucléaire. Donc pour le moment, les Iraniens sont dans une bien meilleure position diplomatique que les États-Unis. En se retirant à leur tour de cet accord, ils risquent de perdre cette carte diplomatique qui n'est pas négligeable. Mais est-ce que ça sera suffisant pour convaincre les durs du régime de rester à bord? Ça, c'est une autre question. Merci beaucoup Pierre Vimont, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et à l'Union européenne. Merci depuis Bruxelles. 20h57 à Paris, vous regardez France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée à cette décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 à Vienne. Et pour en parler, nous sommes avec Manaz Shirali, vous êtes iranienne, politologue, enseignante à Sciences Po, Annick Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine, Valérie Rabault, députée socialiste, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ici en France, et Gauthier Rybinski, notre éditorialiste de politique internationale. Alors justement, on va revenir en quelques minutes sur le contenu de cet accord. On se souvient de cette image historique, le 14 juillet 2015 à Vienne. 5 pays, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, signé avec Donald Trump, avec les États-Unis, et Téhéran, un accord historique. L'image aussi était historique. Que contient cet accord précisément? Élément de réponse avec Elliot Samuel. Le 14 juillet 2015, après 12 ans de crise et 21 mois de négociations acharnées, un terrain d'entente est trouvé avec les Iraniens. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne signent un accord avec Téhéran pour limiter ses ambitions nucléaires. En échange, ils s'engagent à lever progressivement les sanctions internationales. Le sujet cristallise les tensions depuis 2002, quand des photos satellites révèlent la présence de sites nucléaires secrets en Iran,
La communauté internationale s'inquiète de voir le pays posséder à terme l'arme atomique. Mais toutes les discussions échouent jusqu'à l'élection de Hassan Rouhani en 2013. Plus modéré que son prédécesseur, il s'engage à réduire les capacités nucléaires de son pays pour limiter son programme à des fins civiles. Avec l'accord de 2015, l'Iran s'engage à démanteler les 2/3 de ses centrifugeuses en activité en 10 ans, à limiter sa production de plutonium et à réduire ses stocks d'uranium enrichi. Objectif, faire passer de 2 mois à 1 an la durée nécessaire qu'il faudrait à Téhéran pour fabriquer une bombe atomique. Le pays doit aussi se soumettre au contrôle et aux inspections de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Jusqu'à présent, les visites ont toujours conclu que l'Iran respectait ses engagements. 20h59 à Paris, vous nous rejoignez sur France 24, nous sommes en édition spéciale consacrée à cette décision de Donald Trump, le président des États-Unis, qui a annoncé donc que les États-Unis, sans surprise, se retiraient de cet accord sur le nucléaire iranien, conclu le 14 juillet 2015 à Vienne. Écoutez, c'était il y a quelques minutes. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Le pouvoir iranien qui a bien évidemment réagi à cette décision de Donald Trump. Hassan Rouhani, le président iranien, s'est exprimé il y a quelques minutes. Il affirme vouloir discuter avec Européens, Russes et Chinois, autres signataires de cet accord signé en 2015. Il affirme également que les États-Unis procèdent à une guerre psychologique. Nous prenons tout de suite la direction de Téhéran. On rejoint notre correspondante Mariam Pirzadeh. Bonsoir Mariam. Hassan Rouhani, le président iranien, je le disais, s'est exprimé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette intervention après la décision de Donald Trump ? Alors, plusieurs points importants. Hassan Rouhani a pris déjà la parole tout de suite après l'allocution de Donald Trump. Il a indiqué que ce n'était plus un accord à 5, ce n'est plus un accord à 6, mais un accord à 5. Il a indiqué également qu'il y aura une réunion à venir avec le reste des signataires, puis nous prendrons des décisions importantes, à savoir reprendre notre enrichissement d'uranium. J'ai demandé au chef de l'énergie atomique de se tenir prêt. Donc, changement de ton d'Hassan Rouhani qui indiquait que les Iraniens resteraient dans cet accord malgré le retrait. On voit bien que là, il durcit le ton, le président de la République. Il faut dire que cette décision l'affaiblit considérablement sur la scène politique iranienne. Alors Mariam Pirzadeh, vous l'évoquiez, Hassan Rouhani qui durcit le ton. Est-ce que cette décision de Donald Trump va forcément donner du grain à moudre aussi aux conservateurs iraniens ? Évidemment, et depuis déjà 2 jours, il y a énormément de réactions de la part des conservateurs qui indiquent qu'il ne fallait pas faire confiance aux États-Unis. Il faut savoir qu'Hassan Rouhani s'est un petit peu battu. Il a porté cet accord à bout de bras avec son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, pour convaincre les plus récalcitrants, notamment le guide suprême iranien qui était un petit peu hostile à négocier. Il a fallu le convaincre que c'était dans l'intérêt de l'économie iranienne de négocier avec les Européens et surtout avec les Américains, car les relations sont rompues depuis 1980, depuis la révolution islamique, depuis la prise d'otages de l'ambassade américaine. Donc Hassan Rouhani, il a été élu sur cette promesse de campagne, il a été également réélu en mai 2017 sur cette victoire. Et je peux vous dire ici que cet accord, j'étais dans les rues de Téhéran le 14 juillet 2015 et les Iraniens ont vraiment eu beaucoup d'espoir avec cet accord. De voir Mohammad Javad Zarif à côté de John Kerry, son homologue américain, souriant, négociant, ce n'était pas arrivé donc depuis plus de 37 ans. Et là, il y a une sorte de chape de plomb sur les espoirs de ces Iraniens, parce qu'il y a derrière ce retrait américain, évidemment, le retour des sanctions. Car Donald Trump a menacé, évidemment, de pénaliser ceux qui commercent avec les Iraniens, à savoir les Européens. Donc le climat est déjà complètement atone ici à Téhéran. On attendait cette décision et cela ne va pas arranger les choses. Et justement, vous le disiez, que vous ont dit, ça contraste, j'imagine, avec les scènes de liesse que l'on a pu voir dans les rues de Téhéran, des scènes rares. Que vous ont dit les Iraniens que vous avez pu rencontrer ce soir ? Les Iraniens s'attendaient à cette décision de se retirer de cet accord
accord. Ce n'est pas vraiment une surprise. Aujourd'hui, nous étions au bazar de Téhéran. C'est vraiment là qu'on peut sentir un petit peu l'opinion publique iranienne, car il y a à la fois les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui ont un petit peu plus d'argent, et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit on va encore plus s'appauvrir. Et d'ailleurs, Hassan Rouhani, il a mis l'accent sur ça. Il a voulu rassurer. Ça fait 48 heures qu'il essaie de rassurer les Iraniens en disant ne vous inquiétez pas, notre économie ne va pas être impactée. Voilà. Et pourtant, il y a bien des inquiétudes. Il y a un élément très important, car ces menaces de Donald Trump, elles ont déjà eu des conséquences sur la vie quotidienne des Iraniens. Il est impossible, par exemple, de changer des euros ou des dollars depuis quelques semaines, tellement le taux s'est envolé, car ces propos, ces menaces de Donald Trump de sortir de cet accord a provoqué une véritable cohue vers les bureaux de change qui a fait exploser le taux de change. Donc là, les bureaux de change sont fermés, donc les Iraniens forcément sont inquiets. S'ils veulent voyager, ils ne peuvent plus changer leur monnaie. Maintenant, c'est 2 fois plus qu'il y a un an, donc évidemment, ces espoirs sont douchés. On est très très loin de ces images de liesse populaire qu'il y avait dans les rues, de cet espoir que tout allait changer pour eux et que finalement leur avenir allait être meilleur. Et tout à l'heure, finalement, quelques-uns me disaient Donald Trump n'a qu'à sortir de cet accord, car toutes les menaces qu'il profère contre nous, finalement, nous nuisent à notre économie et aux sociétés qui veulent investir en Iran. Mariam Pierzadeh en direct de Téhéran, vous restez bien évidemment avec nous. Autre réaction, celle de l'Arabie Saoudite qui soutient et salue la décision de Donald Trump, tout comme Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé il y a quelques minutes. John Bolton, le nouveau conseiller à la sécurité nationale américain nommé par Donald Trump il y a quelques semaines, a fait savoir que les États-Unis étaient prêts à discuter des prochaines étapes concernant le nucléaire iranien et cet accord. Ce manque d'accord avec les Britanniques, les Français et l'Allemagne. Alors justement, on va prendre la direction de Washington, retrouver notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Il semble que donc Donald Trump ait écouté justement John Bolton, ce nouveau conseiller à la sécurité nationale, tout comme Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d'État nommé récemment, tous deux qui ne sont pas réputés pour avoir une ligne souple, dirons-nous, vis-à-vis de l'Iran. Oui, tout à fait. Et finalement, Donald Trump fait ce qu'il voulait faire depuis le début de son mandat, sortir de cet accord sur le nucléaire avec l'Iran qu'il a promis pendant sa campagne de déchirer. Et depuis qu'il s'est entouré récemment de John Bolton, donc le conseiller à la sécurité nationale, et de Mike Pompeo, son nouveau ministre des Affaires étrangères, eh bien, l'administration Trump parle d'une seule voix à ce sujet. D'ailleurs, John Bolton, après l'annonce de Donald Trump, n'a pas caché sa joie. Des journalistes l'ont vu sourire et il a dit à certains, il a répété 3 fois, nous sommes sortis de cet accord. Il a aussi précisé que donc les sanctions contre le régime de Téhéran allaient être appliquées immédiatement, mais que les entreprises étrangères actuellement en contrat avec l'Iran, eh bien, auront quelques mois pour en sortir. Donc il y a un délai pour les sanctions qui pourraient être appliquées sur les entreprises étrangères. Alors un peu plus tôt, donc Donald Trump a fait cette annonce qui n'est une surprise pour personne. Il a précisé qu'il allait travailler avec les alliés pour trouver une solution globale pour contrer la menace nucléaire iranienne. Donc c'est un peu aussi ce qu'a dit ensuite John Bolton, qu'il y aura d'autres étapes pour éventuellement négocier avec les Européens. Mais en tout cas, l'administration Trump finalement réalise cette promesse de campagne du président américain, un président américain qui a répété que c'était un accord désastreux, qu'il a dénoncé les ambitions sanglantes de Téhéran. Et puis, il a réexpliqué au peuple américain pourquoi, selon lui, cet accord n'était pas bon, notamment car il ne comprend pas le contrôle des activités balistiques de l'Iran et qu'il ne contrôle pas non plus les activités dites déstabilisatrices de l'Iran dans la région. Donc, Donald Trump a fait cette annonce et juste après, il a été signé l'ordre pour se retirer de l'accord. Justement, vous l'évoquiez. Quelles sont les réactions du peuple américain? Est-ce qu'il y en a déjà ?
Alors, les réactions sont mitigées, notamment à Washington, où il y a à la fois les observateurs, les chercheurs dans les think tanks qui suivent de très près qui ont suivi de très près les négociations et qui pensent que finalement Donald Trump s'isole encore un peu plus au niveau de la politique internationale. Après s'être retiré de l'accord de Paris sur le climat, il se retire de cet accord sur le nucléaire avec l'Iran. Alors toutefois, certains notent que le lobby des Européens et notamment d'Emmanuel Macron n'a pas totalement fonctionné, mais qu'il y a un petit peu de progrès dans le sens où Donald Trump n'exclut pas de renégocier, de continuer les négociations avec les Européens. Les conservateurs, eux, se réjouissent. L'électorat de Donald Trump est très content qu'il respecte cette promesse de campagne. Beaucoup voient l'Iran comme une puissance déstabilisatrice dans la région qui répand la terreur, comme l'a répété plusieurs fois Donald Trump. Donc évidemment, en fonction des courants politiques, les avis divergent. Beaucoup, je dois le dire, sont inquiets de la réaction de la République islamique. Sonia Dridi en direct de Washington, merci pour ces précisions. Vous restez bien évidemment avec nous. 21h10 à Paris, ici sur France 24, édition spéciale consacrée à cette décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015. Nous a rejoint sur ce plateau Jean-Éric Brana. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à l'université de Paris 2 Assas, auteur de 1968, Quand l'Amérique gronde, aux éditions Privat. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir, voilà, c'est fait. Jean-Éric Brana, une réaction à cette décision de Donald Trump, ce n'était pas une surprise, il a juste tenu une promesse de campagne électorale, c'est ce que disait Sonia Dridi à l'instant, et puis aussi tenu la ligne dure de ses conseillers les plus proches. Et il pourra dire à ses électeurs une promesse de plus de tenue, car ce qu'il nous annonce, c'est qu'il fait exactement ce qu'il a dit, ce qu'il promet depuis le début de la campagne. Donc il est dans les clous. Il est dans les clous pour pouvoir attaquer les élections de mi-novembre, puisqu'effectivement, il y a des élections qui s'annoncent pour renouveler le Congrès et que c'est un passage un petit peu difficile traditionnellement dans une présidence américaine. Et effectivement, la narration que nous en fait Donald Trump est dirigée vers l'électorat américain. C'est une opération de politique intérieure, pourrait-on dire, car il s'adresse, et je suis d'accord avec ce que Sonia disait tout à l'heure, à son électorat conservateur, aux conservateurs dans le pays qui ont repris le contrôle du Parti républicain, qui ressortent dans la base politique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si j'agis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait urgence. En réalité, il s'agit d'une attaque contre la sécurité des États-Unis, puisque cet accord était un mauvais accord, vu que les Iraniens pouvaient se doter de la bombe nucléaire très rapidement. Donc il y avait urgence à agir, quel que soit l'avis du reste du monde. Donc il faut protéger les États-Unis. Ça, les Américains l'entendent, sont assez d'accord, puisqu'effectivement, je parle bien sûr des conservateurs encore, puisque l'Amérique est coupée en deux aujourd'hui et qu'il y a deux narrations dans cette histoire-là. Donc celle de Donald Trump s'adressait à la moitié de l'Amérique qui le soutient et qui va le soutenir encore plus fortement après cette décision. À vos côtés, Miraz Shirali, vous êtes franco-iranienne, politologue, enseignante à Sciences Po. Quelle sera, selon vous, la réaction de la République islamique d'Iran? Mariam Pierzadeh, elle l'évoquait à l'instant. Hassan Rouhani a durci le ton. Il annonce reprendre l'enrichissement d'uranium. C'est très difficile de prévenir les réactions des dirigeants iraniens. Vous savez, parce que ça dépend de qui les soutient. S'ils ont le soutien des Russes, ils peuvent durcir le ton. Donc, on ne sait pas très bien ce qui se passe derrière. Il est très difficile de prévenir. Mais si vous me permettez, je voulais dire qu'il y a une banalité extrêmement importante parce qu'il faut le tenir compte. C'est une banalité pour les Iraniens, mais il faut le dire aux téléspectateurs français, c'est qu'il y a le régime iranien et il y a les Iraniens. Donc, on n'est pas en face d'un régime démocratique. Les Iraniens ne sont pas derrière ce régime. Ce qui est difficile, ce qui est néfaste pour ce régime ne l'est pas forcément pour les Iraniens. C'est vrai que l'échec de l'économie, la faillite de l'économie est très, très difficile à vivre dans la vie, dans le quotidien des Iraniens. Cela dit, tout ce qui est mauvais pour le régime ne l'est pas pour les Iraniens eux-mêmes, pour le peuple. Justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, cet accord, cette levée des sanctions n'a pas profité véritablement au peuple iranien.
au niveau économique. Absolument, tandis que ça a vraiment profité aux ayatollahs de Téhéran. Les ayatollahs de Téhéran se sont enrichis et ils ont aussi investi la richesse de ce peuple dans les guerres par procuration en Syrie, au Liban et au Yémen, alors que les Iraniens n'ont rien vu. Ils n'ont pas profité des fruits de la croissance. Pourtant, elle était, si je ne me trompe pas, proche de 0 avant la levée des sanctions, plutôt vers 3% selon les estimations du FMI pour 2018-2019. Où sont passés les fruits de cette croissance? En fait, ce sont des chiffres pour les Iraniens parce qu'ils ne les ont pas vus. Et donc, autre chose qui est importante, c'est la valeur de la monnaie iranienne qui n'arrête pas de tomber. Même après l'accord, la valeur est tombée largement. Et aujourd'hui, dans 3 derniers mois, après l'annonce de Donald Trump, la monnaie iranienne a perdu 50% de sa valeur. Donc vous voyez, ce sont des choses extrêmement difficiles à vivre pour les Iraniens, certes, mais cela dit, ce qui est désavantageux pour le régime ne l'est pas forcément pour les Iraniens. Parfois même au contraire. Oui, l'Iran qui connaît une forte inflation, un fort taux de chômage, aussi 12% officiellement selon les chiffres du FMI. Et ça, encore une fois, ce ne sera pas réglé. Ce n'était pas question que ce soit réglé avec la levée des sanctions. 12%, c'est très gentil parce que selon les chiffres officiels iraniens, voilà, c'est pour ça que je dis c'est 24% selon les chiffres de la République islamique. Et on sait très bien que dans certaines villes de l'Iran, ça touche 60% de chômage chez les jeunes de entre 20 et 30 ans. L'Iran, où bien sûr Hassan Rouhani, le président iranien, a réagi à cette décision de Donald Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Autre réaction à l'instant, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle les autres signataires de cet accord à respecter leurs engagements. Déclaration faite dans un communiqué. Autre réaction tout à l'heure, consécutive à cette prise de parole par Donald Trump, celle, sans surprise, de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui salue bien évidemment la décision de Donald Trump. Écoutez. Israël soutient complètement la décision du président Trump de rejeter l'accord nucléaire désastreux avec le régime terroriste. Nous avons critiqué cet accord depuis le début, car au lieu d'empêcher l'Iran, cela prépare le chemin pour que l'Iran obtienne l'arme nucléaire dans quelques années. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. On va en parler de ces réactions israéliennes dans quelques instants avec vous, Gauthier Rybinski. Mais d'abord, on va s'arrêter sur une déclaration de Donald Trump tout à l'heure, le président des États-Unis, qui a affirmé être aux côtés du peuple iranien, j'insiste, du peuple iranien. Oui, ce qui est une immense hypocrisie. Parce que être aux côtés du peuple iranien, c'était faire en sorte que la théocratie iranienne ne puisse pas pousser ses pions comme elle le fait aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Or, Donald Trump, de ce point de vue-là, n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il a été, et je vous prie de m'excuser de revenir toujours sur le terrain syrien, mais il me semble capital dans cette affaire-là, à l'endroit, au moment où il s'agissait de voir Bachar al-Assad et Daesh comme deux faces d'un même problème, eh bien, l'Américain et d'autres, d'ailleurs, ont focalisé sur Daesh et ont laissé se sauver Bachar al-Assad, lequel est le vecteur, puisqu'il faut employer peut-être les termes de la terminologie atomique et nucléaire, est le vecteur de la présence iranienne. Et donc, à partir de là, quelle peut être la réaction de la République islamique? Il y a deux possibilités. On a entendu parler tout à l'heure d'un enrichissement d'uranium. Ça peut être un enrichissement symbolique, provisoire. On peut revenir au taux d'enrichissement qui était ante-accord de 2015, qui serait une forme de menace graduée, graduelle et proportionnelle de la part de la République islamique, disant, vous voyez, on peut reprendre un certain nombre de capacités de nature à susciter la peur et l'angoisse. Autre réaction possible, qui est celle de rester à l'intérieur de l'accord, parce que là, il y a une balance entre les coûts et les avantages pour la République islamique d'Iran. Quitter carrément l'accord de 2015, c'est se préparer à des sanctions peut-être encore plus lourdes. Y rester, c'est une façon, par rapport aux déclarations de Donald Trump, d'enfoncer un coin, et là, je rejoins ce que disait Madame avec l'attitude des Russes, d'enfoncer un coin dans la solidarité occidentale, avec d'un côté des Européens tiraillés parce qu'ils prétendent, ils vont vouloir respecter l'accord,
et que Donald Trump leur dit « Attention, si vous commercez avec la République islamique d'Iran, on vous tape sur les doigts ». Et de l'autre côté, un camp avec les Russes, la République islamique, qui diront « Mais vous voyez, nous avons respecté notre part du contrat et nous n'avons pas à en rougir. Donc, nous allons travailler dans ce sens et nous allons rester à l'intérieur de cet accord qui même me suivent. Ça peut être ça la stratégie de la République d'Iran, avec précisément cet appendice qui verra la volonté de Téhéran de séduire des Européens, lesquels seront écartelés. Et au final, l'avantage, si vous voulez, aussi bien pour la Russie que pour l'Iran, c'est de dire, vous voyez, nous sommes capables, même en position de défaut, en position de faiblesse, d'enfoncer un coin dans la solidarité occidentale et dans celle de l'OTAN, par exemple. Mais justement, on n'entend pas beaucoup on n'entend pas beaucoup de réactions de la part des Russes ou même de la Chine, pourtant signataire de cet accord. Oui, c'est vrai. C'est que pour l'instant, il y a de la part de la Russie et de la part de la Chine la volonté, ou plutôt un effet de sidération. C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait plusieurs possibilités dans le retrait américain. Là, l'option qu'a choisie Donald Trump est l'option la plus dure. C'est-à-dire le retrait avec l'application de sanctions maximales. Attention, on va voir ce que le Congrès américain dit sur l'application de ces sanctions. Vous savez qu'il y a un certain nombre de représentants républicains qui ne sont pas très chauds pour appliquer des sanctions maximales vis-à-vis de l'Iran. Mais il y a de la part de la Russie et de la Chine justement une forme de position d'attente, d'attentisme, pour voir si le discours de Donald Trump est suivi des faits dans l'ensemble de l'appareil, à la fois exécutif, ça on peut le présager, et législatif américain. À partir de là, les réactions, sans doute, verront le jour assez rapidement. Justement, les Européens qui réagissent à l'instant, Londres, Paris et Berlin, qui appellent toutes les parties signataires de l'accord sur le nucléaire iranien à continuer à souscrire à sa pleine mise en œuvre, je cite, et à agir dans un esprit de responsabilité. Il y a aussi des conséquences, Gauthier, évidemment régionales. On entendait tout à l'heure le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui s'est félicité de cette décision de Donald Trump. Autre réaction, celle de l'Arabie saoudite, qui elle aussi se félicite. Forcément, ce retrait américain va avoir des conséquences géopolitiques dans cette région du monde. Plus que géopolitique même, c'est l'un des risques majeurs de cette décision, c'est de favoriser, de faciliter l'éclosion d'un conflit à partir de la position, justement, des positions qu'occupent les gardiens de la Révolution. Par exemple, les troupes d'élite des gardiens de la Révolution en Syrie. Et on sait très bien que le show auquel Benjamin Netanyahou s'était livré récemment, en démontrant le caractère nucléaire militaire du programme iranien, mais il y a de cela 15 ans, voilà, en 2003, c'était une manière de dire « nous sommes en guerre ». Et d'ailleurs, en Israël, aujourd'hui, ce que disait Antoine Mariotti était très clair, il y a une préparation au conflit avec l'Iran, puisqu'on dit aux citoyens israéliens, tels que vous êtes placés, ceux du Nord sont à portée de roquettes des milices iraniennes. Et c'est là l'un des aspects les plus importants de ce qui a été dit, c'est qu'on focalise sur le nucléaire, mais sur le nucléaire, il peut y avoir un temps de latence entre ce qu'a déclaré Donald Trump et des effets concrets. En revanche, sur ce qui peut se passer entre la Syrie, le Liban, où le Hezbollah a renforcé ses positions, et Israël, bien là, ça peut être quelque chose de relativement rapide en termes de réponse, qu'elle soit que la charge vienne d'Israël ou qu'elle vienne de la part de l'Iran. On sait très bien que ces derniers temps, il y a eu plus que des escarmouches entre les deux, et elles peuvent très bien être de nature beaucoup plus conséquente dans les jours ou les semaines qui viennent. Et justement, Israël, on va rejoindre l'ancien ambassadeur israélien, l'Union européenne, Avi Pramer. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Oui, mon nom est Primor. Primor, pardonnez-moi. Oui. Vous êtes à Tel Aviv. J'imagine, on a entendu tout à l'heure le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Vous êtes satisfait, en tant qu'ancien ambassadeur, de ce retrait américain ? Non, pas forcément. Moi, j'y vois beaucoup de dangers. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une véritable solution dans ces décisions.
Parce que je crois que l'Iran était sur la bonne voie. Bien sûr, ce qui domine l'Iran, c'est les extrémistes, et les religieux, les fondamentalistes, mais pas l'opinion publique qui est dans sa majorité dans l'autre camp, et pas le Premier ministre, ou plutôt le président de l'État, comme on l'appelle là-bas, qui n'est pas du tout un de ces extrémistes, mais qui cherchait à sortir l'Iran de l'isolement et de l'emmener vers l'Occident. Maintenant, il va être obligé de faire marche arrière. Je ne crois pas que c'est une bonne chose pour Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël puisse en venir à frapper les installations nucléaires iraniennes? Je ne crois pas qu'Israël peut se permettre de le faire, surtout pas tout seul. Si les Américains voulaient le faire avec, mais les Américains à ce moment-là n'ont pas besoin d'Israël. Non, je ne crois pas que Israël peut se permettre d'attaquer l'Iran. Je ne crois pas que c'est à l'intérêt israélien non plus. Parce que la question n'est pas de savoir si l'Iran va attaquer Israël maintenant. Personne ne croit que l'Iran est prêt à attaquer Israël aujourd'hui. Et pour ce qui concerne l'avenir, ça dépend de l'évolution iranienne elle-même. Ça dépend d'abord de l'évolution de l'impact de l'Iran dans les pays arabes. Et les pays arabes se sont menacés dans leur majorité, d'une part, et d'autre part, ça dépend de l'évolution en Iran même. Moi, je crois maintenant l'Iran va faire marche arrière pour ce qui concerne l'évolution de la politique intérieure, du régime, à cause de cette décision du président américain. Prima, vous restez avec nous, Marat Shiraili, vous partagez ce sentiment? Oui, il va y absolument. avoir une évolution dans la politique iranienne intérieure? Absolument, je suis entièrement d'accord avec monsieur parce que, en fait, pour comprendre l'avenir, il faut comprendre le passé. Vous savez, le clergé chiite, depuis 5 siècles, il est dans le politique. On est en face des femmes politiciens. C'est-à-dire, ils ont 5 siècles d'expérience politique. On n'est pas en face des gens comme les Daesh ou bien comme les talibans, les musulmans naïfs et extrémistes. On est en face des gens extrêmement fins dans la politique. Par contre, ils n'ont pas un long terme, une vision de long terme. Ils ont normalement les visions, ils ont prouvé ça dans l'histoire de l'Iran, que le clergé chiite s'est toujours mêlé dans la politique, mais avec une vue très, très de court terme, pas de long terme. D'où leurs erreurs. Mais concernant leur résistance ou concernant ce qui peut éventuellement marquer l'avenir, il est important de considérer que à partir du moment où le clergé chiite, qui a toujours été dans le politique, je répète, dès qu'il voit que ses intérêts sont en danger, il recule. C'est-à-dire qu'ils se résignent, ils trouvent une légitimité pour leur acte et ils le justifient auprès du peuple. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, face à quelqu'un comme Donald Trump, avec sa logique forte, avec sa logique de meilleur et de plus fort, et il veut faire régner la loi du plus fort, je pense que face à quelqu'un comme Donald Trump, avec cette logique, ils ne font que se résigner. Ils vont reculer et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il est très clair que les Israéliens et les Iraniens n'ont aucun intérêt à entrer en guerre directe. Ils ne vont pas dépasser le niveau de menace vide les uns envers les autres. Mais entrer en véritable guerre, même avec Trump, ça sera quand même difficile de le prévenir. Avi Primor, vous êtes toujours avec nous depuis Tel Aviv, oui. Pardon. Vous êtes ancien ambassadeur, je le rappelle, d'Israël auprès de l'Union européenne et de l'Allemagne. Quelles conséquences cette décision américaine va avoir sur les relations entre Paris et Washington, entre Washington et ses partenaires européens? Bon, moi, je voudrais d'abord dire qu'il faut comprendre un peu les motivations de Trump. Vous voyez qu'il a changé d'avis pour ce qui concerne la Corée du Nord et il va maintenant fêter ce triomphe-là. Il va probablement avoir le prix Nobel de la paix si vraiment cette affaire réussit. Tandis qu'au Proche-Orient, je crois qu'une grande motivation qui le pousse, c'est la haine de son prédécesseur. Parce que son prédécesseur a fait l'accord avec l'Iran, c'est lui qui veut faire le contraire. Je crois que c'est catastrophique pour tout le monde, c'est catastrophique pour nous, c'est catastrophique pour l'Europe. Et on voit qu'il ne tient même pas compte de l'opinion publique des Européens.
de l'opinion politique des Européens. Pour vous, c'est uniquement... Pardonnez-moi de vous interrompre. Pour vous, c'est uniquement la volonté de saper ce qu'avait fait son prédécesseur Barack Obama? Franchement, je ne vois pas l'intérêt américain dans cette politique. J'ai essayé de comprendre, j'ai lu tout ce qui a été dit par lui, par ses hommes. Je ne vois pas ce qui peut vraiment servir l'intérêt américain dans ce virement politique. C'est pas bon pour les Américains, ni dans leur relation avec l'Iran, ça de toute façon, ni pour l'évolution de l'Iran, qui est aussi un intérêt américain. Mais c'est mauvais pour les Américains dans leur relation internationale avec l'Europe et avec d'autres pays. S'ils veulent se consoler de la satisfaction de Netanyahou, mais c'est minime, c'est rien du tout. D'ailleurs, à propos de Netanyahou, je voudrais ajouter une chose. Il ne faut pas oublier que Netanyahou mène une politique étrangère en vue beaucoup de ses problèmes en Israël, où il risque d'être traduit en justice pour un tas de... C'est une manière pour vous de se détourner de ces affaires de corruption qui le visent? Une manière pour le Premier ministre israélien? Partiellement, parce qu'il faut avouer que déjà avant, il y a des années, il avait un intérêt, il avait une idée fixe pour ce qui concerne le danger iranien, comme il l'appelle, mais évidemment aujourd'hui, ça vient comme du pain béni pour lui, parce que ça détourne l'opinion publique israélienne de ces histoires de corruption qui allaient être traduites en justice très bientôt. Avi Primor, vous êtes à Tel Aviv. Gauthier Rybinski, vous posez une question. Une petite remarque ou un complément à ce que on vient d'entendre. En 2012 déjà, Benyamin Netanyahou avait eu l'idée d'une attaque sur la République islamique d'Iran ou sur les intérêts iraniens en dehors de la République islamique d'Iran. Et à l'époque, en 2012, c'est l'état-major israélien qui, en quelque sorte, l'a retenu par les bretelles en lui disant « c'est pas le moyen, c'est pas le bon moment ». Et on sait aussi que beaucoup de militaires israéliens, après l'accord de 2015, étaient plutôt sur la ligne qui consistait à dire que l'Iran respectait l'accord. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'en Israël, il y ait une union de vues, une convergence de vues entre le militaire et le politique pour dire là, il y a réellement danger. Alors la question que je pose à notre invité, c'est est-ce que vous pensez que là, il n'y a pas une donnée différente de précédemment, d'il y a quelques années, et qui inciterait Israël à être beaucoup plus actif et à être beaucoup plus peut-être agressif vis-à-vis de l'Iran, compte tenu des rebondissements récents et de la présence iranienne aux frontières d'Israël? Alors là, il y a deux questions. Il y a la question qui a préoccupé Netanyahou, et vous venez de le dire, il y a déjà des années, c'est de démolir la capacité militaire de l'Iran en Iran. Et là, l'armée était contre, les services secrets étaient contre, tout le monde était contre, sauf lui qui y tenait beaucoup. Mais lui, ça veut dire Netanyahou. Mais il y a l'autre question, c'est aujourd'hui les bases militaires iraniennes en Syrie. Et ça, c'est vraiment un danger pour Israël. D'ailleurs, il faut ajouter que les soldats iraniens qui se trouvent près de la frontière israélienne ne sont pas iraniens, ce sont des mercenaires venus d'autres pays de l'islam, de la région ou d'autres. En tout cas, il y a deux problèmes distincts. Et pour les militaires israéliens, il faut faire la différence. On ne veut pas, l'armée israélienne ne veut pas permettre aux Iraniens de s'approcher trop de la frontière israélienne et de s'installer avec les missiles à côté d'Israël. Ça, c'est une question cruciale aujourd'hui pour Israël. Et puis il y a l'autre question, c'est l'Iran lui-même. Attaquer l'Iran et ses capacités, pas seulement militaires, mais surtout nucléaires, ça, la position de l'armée reste inchangée. Ils sont contre. Avi Primor, Manas Shirali, a une question pour vous. Oui, en fait, je ne vois pas très bien en quoi la sortie des Américains de l'accord nucléaire pourrait être désagréable pour eux, pourrait être désavantageux pour eux. Ils n'ont pas du tout besoin, l'économie est en hausse, la croissance est en hausse aux États-Unis, ils n'ont pas besoin des Iraniens, ils n'ont pas besoin du Moyen-Orient ni de l'Europe. Alors en quoi cette sortie pourrait être désavantageux pour les Américains ?
Moi, je ne crois pas que les Américains peuvent vraiment vivre sans une coopération internationale. Ils sont très grands, ils sont riches, ils sont puissants, ils sont très avancés sur le plan technologique, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas aussi puissants, pas aussi indépendants qu'ils peuvent vivre sans le monde extérieur. Ça, c'était vrai pour les théories qui dominaient l'Amérique au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est pas vrai, ils le savent très bien, et je ne parle même pas d'une concurrence comme celle de la Chine. Alors l'Amérique a besoin du monde extérieur sur beaucoup de plans. C'est vrai qu'ils ont moins besoin du Proche-Orient parce qu'ils dépendent moins du pétrole, puisqu'ils ont leur propre pétrole aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais dans l'ensemble, ils ont besoin de la politique étrangère, ils ont besoin des problèmes des alliés internationaux, ils ont besoin de le monde arabe. Et je crois que l'histoire d'ici, c'est vraiment émotive et pas politique. Vous pensez que, sincèrement, que les Européens peuvent abandonner les Américains? Je ne crois pas que les Européens peuvent vraiment abandonner les Américains. Les intérêts sont pareils des deux côtés. Les Américains ont un grand intérêt en Europe et les Européens ont un grand intérêt aux États-Unis et la coopération est cruciale pour les deux côtés. Mais lorsqu'on a affaire à un homme comme Trump, on ne sait pas où on peut aller, mais je ne crois pas que les Européens cherchent à briser leur rapport avec les États-Unis. Ça, non, mais ils vont quand même insister sur leur propre point de vue. Avi Primor depuis Tel Aviv, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne et de l'Allemagne. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Il est 21h35 ici à Paris, édition spéciale sur France 24 consacrée à cette décision de Donald Trump de rompre, de retirer les États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015. Décision prise tout à l'heure, annonce faite il y a quelques minutes. Écoutez. J'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possible. Toute nation qui aide l'Iran à acquérir des armes nucléaires pourrait aussi faire l'objet de sanctions par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas être l'otage de l'Iran. Nous n'allons pas permettre aux villes américaines d'être menacées de destruction. Et peu de temps après cette annonce faite par Donald Trump, une réaction bien sûr, celle des Iraniens, d'Hassan Rouhani, le président iranien qui dénonce une guerre psychologique. Écoutez. À partir d'aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire est entre l'Iran et 5 pays. Le P5+1 a perdu un membre. Nous attendons de savoir dans quel sens vont aller les 5 autres grandes puissances. J'ai demandé à notre ministre des Affaires étrangères de négocier durant les prochaines semaines avec les nations européennes et les 2 autres grandes puissances, à savoir la Russie et la Chine, et de prendre toutes les dispositions nécessaires. Et autre réaction, celle de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui entend coûte que coûte préserver cet accord sur le nucléaire iranien. On l'écoute. L'Union européenne est déterminée à agir en fonction de ses intérêts de sécurité et pour se protéger. Et mon dernier message aux citoyens et aux leaders, à tout le monde, ne permettez pas à quiconque de mettre fin à cet accord. C'est une des plus belles réalisations diplomatiques que la diplomatie a jamais connues et nous l'avons élaborée ensemble.
Et on part à Bruxelles retrouver notre correspondante Alix Le Bourdon. Bonsoir Alix. Federica Mogherini, donc on l'a entendu, entend coûte que coûte préserver cet accord tant attendu sur le nucléaire iranien conclu en 2015. En effet, la chef de la diplomatie européenne s'est exprimée peu de temps après l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien et elle a finalement réitéré la position de l'Union européenne qui est finalement de préserver, comme vous l'avez dit, coûte que coûte cet accord. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a également aussi réagi en appelant à une approche européenne unifiée sur ce dossier du nucléaire iranien. Alors évidemment, les Européens ce soir sont très déçus, même s'ils s'attendaient évidemment à cette décision qui a été prise par Donald Trump. Ça n'est pas une surprise, on les sentait pessimistes depuis quelques jours sur cette décision de Donald Trump. C'est une déception, c'est aussi évidemment un échec, mais les Européens l'avaient affirmé dès hier. Bien sûr, ils restent dans cet accord sur le nucléaire iranien malgré ce retrait des États-Unis. Maintenant, pour les Européens, il va s'agir de faire un grand écart diplomatique, car il va falloir préserver cette relation transatlantique, maintenir le dialogue tout en cherchant à maintenir l'Iran dans cet accord. La peur des Européens après cette décision du président américain, elle est aussi économique puisque, comme vous l'avez entendu, il a également annoncé des sanctions à l'égard des entreprises étrangères. Donc c'est une inquiétude pour les Européens, même si le président américain a parlé d'un délai pour ces sanctions. C'est aussi un échec pour les tentatives diplomatiques d'Emmanuel Macron, le président français qui était donc en déplacement à Washington à la fin du mois d'avril et qui avait proposé à Donald Trump de renégocier un accord. Échec aussi pour la chancelière Angela Merkel qui l'avait suivi de près et qui avait estimé que cet accord était insuffisant. Alix Le Bourdon, en direct de Bruxelles, merci pour ces précisions. Jean-Éric Brana, on l'évoquait à l'instant avec Alix, cette décision de Donald Trump, c'est aussi un échec, elle l'évoquait, d'Emmanuel Macron, d'avoir proposer ce nouvel accord et de ne pas y être arrivé. Je ne crois pas, non. Le voyage d'Emmanuel Macron avait d'autres objectifs. C'était une visite d'État dans le cadre de l'amitié entre les deux pays. Et effectivement, il s'est rajouté, parce que le calendrier l'obligeait, cette proposition qui n'était pas dans la... Enfin, elle était dans la valise, mais elle ne nous était pas annoncée comme telle au départ. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron était contre le sens du vent quand même. C'est que tous les signaux étaient déjà là, nous indiquant ce qui allait se passer. Et bien sûr, si pour l'accord de Paris, tout le monde s'est dit surpris et pensait qu'il pouvait encore y avoir un sursaut, là, ce soir, personne n'avait parié un copec ou, je ne sais pas, la monnaie iranienne, vous allez me le redire, sur cette décision. Bien sûr, on savait ce qu'allait dire Donald Trump. Ce qui est difficile pour Emmanuel Macron et pour l'ensemble des partenaires européens, c'est la dureté de la décision, parce que celle-là, par contre, on ne l'avait pas vu venir. Des sanctions qui sont remises, même si elles sont différées, classiquement, c'est 90 jours pour une partie, 180 pour la suite. Mais au plus haut niveau, il l'a bien insisté. Bien entendu. Ce qui veut dire qu'on est revenu aux lois d'Amato Kennedy de 96 qui interdisent aux entreprises étrangères de faire du commerce avec l'Iran. Et je crois que pour les nouveaux contrats, ça s'applique dès maintenant. Bien sûr, pour nous les Français et pour les Européens de façon plus large, on va penser à Airbus, qui a quand même vendu une centaine d'avions. Donc là, on est sur des milliards de dollars. C'est ça, on est sur des milliards de dollars. C'est pas rien, c'est de l'emploi dans notre pays, dans notre Europe. C'est vraiment très important et c'est assez dramatique pour nous dans l'immédiat. Or, ne l'oublions pas, c'est bien l'économie qui intéresse Donald Trump. C'est un président transactionnel. Et dans toute cette affaire, là où j'étais un petit peu d'accord avec ce que disait l'ancien ambassadeur d'Israël qui parlait, en disant il n'y a pas d'intérêt pour Donald Trump, donc il se retire. Mais l'intérêt, il est économique. Il est en train de nous redessiner le monde, nouvel ordre mondial qui se passe sur l'économique. Pourquoi la Chine est si discrète? Pourquoi la Russie l'est tout autant? C'est parce qu'il y a là aussi des négociations qui sont en train de se faire de tous les côtés. Pourquoi les Européens sont aujourd'hui pieds et poings liés et vont avoir beaucoup de mal à se sortir de ce piège mortel dans lequel ils sont tombés? C'est bien parce qu'il y a des contrats énormes en jeu. Il ne s'agit pas simplement de politique politicienne ou de militaire ou de stratégique, mais également d'économique. Et c'est bien sur ce terrain-là que Donald Trump déroule
sans arrêt sa politique et qu'il l'a annoncé pendant la campagne. On ne l'a pas assez écouté en le traitant de clown, mais c'est bien ce que ses électeurs ont entendu, c'est bien ce que les conservateurs ont entendu. Ils ont entendu aussi qu'ils allaient aider leurs alliés israéliens, ce qui ne les embête pas au passage. Donc pour l'instant, il fait un carton plein vis-à-vis de son électorat. Vous évoquiez Airbus, l'avionneur qui a déclaré tout à l'heure qu'il allait examiner la décision prise par Donald Trump avant de réagir, et cela risque de prendre du temps. Fin de citation. 21h43 ici à Paris. Kim Vaudine nous a rejoint pour un œil sur les médias entièrement consacré bien évidemment à cette décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Bonsoir Kim. Quelles sont les réactions sur la toile ? Alors, ce qu'on peut dire sur Twitter, c'est que de nombreux internautes voient ce retrait américain tout simplement comme un prélude à la guerre avec l'Iran, comme de nombreux visuels se partageaient un petit peu sur les réseaux avec un hashtag No War with Iran, pas de guerre avec l'Iran. Ce tweeto qui implorait les sénateurs pour faire changer d'avis à Donald Trump. Il y avait même idée partagée par cet autre tweeto pour qui la prise de parole de Donald Trump, à laquelle on vient d'assister, ouvre tout simplement, la voie vers une guerre majeure avec l'Iran. Se retirer de l'accord n'est que la première étape du processus, nous disait Trista Parsi. Un autre tweeto déplorait lui tout simplement une bien triste journée. Trump plonge le Moyen-Orient dans l'incertitude. Netanyahou et Bolton continuent à le pousser vers la guerre avec l'Iran, comme ils l'ont fait en 2003 auprès de Bush en Irak. Quelle triste journée, nous disait donc ce tweeto. En tout cas, parmi les réactions sur la toile, il y avait aussi celle qui rappelle que ce retrait des États-Unis est un échec pour Emmanuel Macron, mais aussi pour l'Union européenne, qui n'ont pas réussi à convaincre le président américain de rester dans cet accord. C'est vraiment un échec pour l'Europe, nous disait cette tweeto aujourd'hui. En tout cas, beaucoup d'autres internautes ont souligné que ce retrait américain de l'accord iranien ébranle la confiance en l'Occident et interroge aussi surtout du même coup sur les négociations qui ont lieu actuellement quant au nucléaire nord-coréen. Pour cet internaute, il nous disait Kim Jong-un sait désormais que s'il démantèle ses installations, alors l'Occident agira pour qu'il y ait un changement de régime à Pyongyang. Un changement de régime, puisque c'est de cela dont il semble être question. Comme nous le disait ce journaliste, belle coordination entre Netanyahou et Trump, qui a repris presque mot à mot des phrases du Premier ministre israélien. Il s'agit d'obtenir la reddition des ayatollahs. L'objectif, un changement de régime en Iran. En tout cas, il faut quand même le rappeler, sur la toile, il y avait ceux pour qui le président américain a tout simplement respecté ses promesses de campagne et qui saluaient tout simplement le plus grand président de tous les temps. On a aussi beaucoup parlé sur la toile de la médiatisation de cette annonce tant attendue. Oui, il faut dire que Donald Trump a bien su créer le suspense. Alors, vous l'avez dit, la décision était attendue jusqu'au 12 mai et c'est finalement par un tweet, comme à son habitude, que le président américain a annoncé qu'il rendrait sa décision plus tôt que prévu. Il a écrit « Hier, j'annoncerai ma décision sur l'accord iranien demain à 14h depuis la Maison-Blanche ». Une manière pour le président américain de garder la main finalement sur le cours des choses et surtout de rester sur le devant de la scène. Pour le Washington Post, qui écrivait aujourd'hui que cette annonce de Trump va recevoir finalement le traitement médiatique dramatique habituel. Il faut rappeler que le président américain n'en est pas à son coup d'essai. On connaît son goût pour les tweets à suspense, de véritables cliffhangers pour nous tenir en haleine. On se rappelle notamment de ce tweet. Il y a un an, il avait fait exactement la même chose en nous disant « J'annoncerai ma décision sur l'accord de Paris mardi à 14h ». Et il y avait également ce tweet, c'était quelques jours après la deuxième investiture de Barack Obama. Il avait écrit « Beaucoup de gens me demandent si je devrais ou non me porter candidat à la présidentielle. Restez à l'écoute pour la réponse, un vrai teasing ». Une pratique particulière de la présidentielle. Selon le New York Times, Donald Trump aurait même dit à ses assistants avant d'entrer en fonction que de penser chaque jour présidentiel comme un épisode d'émission télévisée. Merci beaucoup Kim Vaudine pour cet œil sur les médias entièrement américains ce soir. Manaz Shirali, on va revenir sur ces éventuelles réactions iraniennes. Hassan Rouhani affirmait tout à l'heure qu'il reprendrait l'enrichissement iranien. Comme Gauthier l'évoquait, ce n'est pas
forcément plus précis. À quel degré cela serait-il fait? Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, évoquait tout à l'heure, en tout cas il y a quelques jours, c'est sûr, que de toute façon c'était soit un retrait de l'accord, soit rien du tout, aucune nouvelle négociation possible. On a l'impression qu'on souffle le chaud et le froid, selon les têtes dirigeantes. Non, c'est tout simplement que dès que les dirigeants iraniens se trouvent face à quelqu'un plus fort qu'eux, ils résignent. Tout de suite, ils font des volte-face spectaculaires et ils reviennent sur leur position. C'est pourquoi je me permets de rassurer vos internautes. On n'est vraiment pas à la veille d'une guerre. Au contraire, on est en face d'un président américain qui fait valoir la loi du plus fort et c'est vraiment le langage qui fonctionne avec les dictateurs de la région. Alors, ils comprennent, aussi bien le dirigeant coréen que les dirigeants iraniens, ils comprennent ce langage et vous allez voir, les Iraniens vont se résigner. À ceci près que le dirigeant nord-coréen pourrait peut-être avoir des doutes sur la validité d'un accord passé avec Donald Trump, sachant qu'une fois que l'accord est passé, s'il doit être déchiré après, ça peut faire réfléchir Kim Jong-un. Peut-être il va faire plus attention que les Iraniens n'ont fait, c'est-à-dire que quand il signe quelque chose avec les Américains, il sait qu'il ne doit pas faire des fausses manœuvres à côté. Vous me permettez juste un petit mot. Dans les promesses de campagne, il y a également qu'il n'est pas pour les changements de régime. C'était dit très clairement au mois d'octobre à sa grande conférence sur la politique internationale. Donc ça aussi, ça devrait rassurer les internautes en se disant qu'il a autre chose derrière la tête que changer les régimes dans le monde. On va prendre la direction tout de suite de Téhéran, rejoint notre correspondante Mariam Pirzadeh. On l'évoquait un instant. Hassan Rouhani, Mariam s'est exprimé tout à l'heure. Il a durci le ton. Il annonçait reprendre l'enrichissement d'uranium. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les modalités précises de cette décision ? Alors Hassan Rouhani durcit le ton, effectivement. On voit bien qu'il est il est profondément affaibli sur la scène politique iranienne depuis l'annonce de ce retrait. Depuis déjà plus de 48 heures, il y a une multiplication de déclarations de la part des conservateurs, de la part aussi des réformateurs, mais surtout des conservateurs. Donc Hassan Rouhani indique effectivement que désormais cet accord, il n'est plus qu'à 5. Il n'y a plus les États-Unis et qu'il va y avoir une réunion, en fait, surtout avec les Européens. Et ensuite, il y aura une concertation au sein même de la République islamique pour savoir si cet accord est encore dans les intérêts de l'Iran. Il a aussi indiqué qu'il avait demandé au chef de l'énergie atomique de se tenir prêt pour un éventuel retour à l'enrichissement à l'uranium, ce qui était prévu. Ça avait été encadré par le JCPOA, par cet accord sur le nucléaire iranien. Donc Hassan Rouhani, effectivement, laisse planer plusieurs menaces, mais il l'a déjà fait depuis 3 jours. Il avait parlé d'une erreur stratégique, historique. Si jamais les États-Unis sortaient, ils sont sortis, mais finalement, ici, on s'attendait à ce scénario. Reste à savoir maintenant les sanctions. Est-ce qu'elles vont concerner les Européens? Il faut qu'Hassan Rouhani s'assure, et ça, il l'a répété à plusieurs reprises, qu'il y ait des garanties que les Iraniens conservent ces bénéfices qu'ils avaient obtenus avec cet accord sur le nucléaire iranien. Mariam Pirzadeh en direct de Téhéran, merci pour ces précisions. Vous vouliez réagir, Manas Shirali, par rapport aux déclarations faites par Hassan Rouhani tout à l'heure, qui évoquaient une guerre psychologique. Voilà, je voulais tout simplement dire que c'est tout sauf psychologique, c'est tout à fait réel. En fait, c'est l'économie iranienne qui est en train de mourir, est en chute libre, et ce sont les Iraniens qui sont en train de souffrir. Ça n'a rien de psychologique. Autre réaction, Jean-Ric Brana, vous êtes toujours avec nous, celle sans surprise de Barack Obama qui avait œuvré pour cet accord, l'ancien président des États-Unis, une grave erreur. Mais Donald Trump ne fait que tenir, vous le disiez, un engagement de campagne, se baser aussi sur son électorat et répondre à la demande au détriment du multilatéralisme. Bien sûr, Donald Trump est en train de revenir dans un monde d'avant, avant Barack Obama, mais bien avant encore. Alors, on a vu la déconstruction de l'ère Obama, et vous avez eu la gentillesse de montrer mon livre tout à l'heure. Je reviens même à 1968. En réalité, il détruit tout le progressisme américain petit à petit pour remettre en place le conservatisme. Et les conservateurs qui, au début, l'ont vu arriver de façon très surprenante, ont fini par épouser sa cause en se disant que cet homme-là leur permettait effectivement de mettre en place toute leur
leur politique la plus ancienne, on va le dire comme ça, pour pas mettre un autre adjectif possible. Et ça fonctionne. Pour l'instant, il avance dans son programme, il les satisfait, et c'est pour ça qu'il reste absolument avec une base électorale en béton armé. Rendez-vous compte, au cours du dernier mois, il est monté, par exemple, chez Ipsos, uniquement de 19 points en un mois. On ne parle pas suffisamment de ça, mais aujourd'hui, Donald Trump a une cote de popularité qui est relativement haute par rapport à ce qu'il est jusqu'à maintenant. Il est à 43% de satisfaits et 51% d'insatisfaits. Ça lui permet d'envisager des élections de novembre dans de bien meilleures conditions qu'on aurait pu le croire, mais surtout de penser dès maintenant à la réélection en 2020, parce que c'est exactement ou quasiment le niveau de Barack Obama à la même époque, de Bill Clinton à la même époque, de George Bush à la même époque, et ça, on ne l'avait pas vu, on n'avait pas imaginé que ça pouvait être possible au bout d'un an et demi, et pourtant il en est là aujourd'hui. Alors, le retrait de cet accord iranien sur le nucléaire iranien ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a une prochaine étape, une des prochaines étapes, c'est le Congrès. Oui, mais le Congrès est aujourd'hui assez fidèle à ce que veut faire Donald Trump. Ceux qui sont de l'establishment ont été poussés vers la sortie. Vous savez, alors McCain résiste encore un peu par la parole, mais il n'est plus au Congrès. Malheureusement, il est en train de se battre contre la maladie et on se dit qu'il n'en aura plus pour très longtemps. Pour les autres, que ce soit Corker, que ce soit Flakes, ils ne se représentent même plus aux élections car ils n'ont plus d'emprise sur ce Congrès. Donc c'est vrai qu'ils peuvent, vous le disiez tout à l'heure, il y en a 4 ou 5 qui peuvent résister. Le président de la commission des forces armées, bien entendu, Corker, les affaires étrangères, etc., ouais. Bien évidemment. Mais ils n'ont plus qu'un pouvoir tout à fait virtuel, donc ils ont encore leur droit de vote, c'est vrai, pour ce vote dans l'immédiat, mais vous savez très bien que ça va se reconduire et que à partir de novembre, ceux qui vont être élus et qui vont être dans les rangs de Donald Trump vont être ce qu'on appelle des vrais Trumpistes. On le voit aujourd'hui même, il y a une primaire dans des bastions dits trumpistes qu'il a remporté par entre 25 et 35% d'avance, que ce soit la Virginie occidentale, que ce soit l'Ohio ou l'Indiana. Dans tous ces endroits-là, tous les candidats républicains qui se sont présentés rivalisent pour dire qu'ils sont des trumpistes pur sucre de la première heure. Et il n'y a personne en face, comme on a eu pendant la campagne avec les jamais Trump, où cet homme ne passera pas, où ce n'est pas mon président. Ça n'existe plus dans le parti républicain, dans ces bastions très Trump. Ça existe, par contre, évidemment, sur les côtes ou dans les milieux beaucoup plus libéraux. Mais c'est vrai que Trump a gagné des voix par rapport à ce qu'il avait à l'époque de la dernière élection. Le mot de la fin, Gauthier, pour vous. Pourquoi tant de méfiance de Donald Trump vis-à-vis de Téhéran, un petit peu moins vis-à-vis de Pyongyang en Corée du Nord? Il assure d'ailleurs que Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d'État nommé récemment, sera, je cite, en Corée du Nord d'ici 1 heure, c'était tout à l'heure. C'est une question compliquée. Je dirais a priori que vous avez du côté de la Corée du Nord la volonté d'un dictateur d'être reconnu, une soif terrible d'être reconnu par les États-Unis, par Donald Trump, et avec à la clé la pérennité ou la pérennisation d'un régime tel qu'il est. Autant vous avez de l'autre côté, me semble-t-il, du point de vue des potentats iraniens et de la théocratie iranienne, la volonté, le souhait, tant que c'est possible, de pouvoir soit éviter la coercition américaine, soit la narguer, soit lui faire un pied de nez. C'est-à-dire que Kim Jong-un, lui, avait besoin d'être reconnu par Donald Trump et donc a insisté jusqu'à ce que Trump, finalement, lui dise « Eh bien oui, par fermeté, j'avance, mais en même temps, je dis oui, on se rencontre entre hommes. » Cette espèce de virilité feinte. Et de l'autre côté, on a une république islamique qui, dans sa terminologie, a peut-être tout intérêt à dire vous avez joué de cette manière-là, nous jouerons autrement et nous contournerons. Donc, il y a là pour Trump aussi quelque chose qui est différent dans l'approche. Ce n'est pas du tout la même chose de s'adresser à Kim Jong-un, qui a besoin d'être reconnu, qu'à une république islamique qui, elle, a besoin surtout, justement, d'être reconnue, mais comme un opposant, une vraie opposante.
Merci beaucoup Gauthier Rybinski, merci Jean-Éric Brana, Manas Chirali d'avoir été avec nous. Merci également à tous nos invités, à nos correspondants, aux équipes de la rédaction et à celles de la régie. 21h57 à Paris, prochain journal c'est à 22h avec Aude Lecris qui reviendra bien évidemment sur cette décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 20h. Restez avec nous sur France 24.